Et bonsoir, bonsoir Eric. Bonsoir Caroline. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue pour cette belle soirée autour d'Eric Lalo sur le thème « Je suis parent, mais je me soigne ». Et ouais, être parent, c'est un des plus beaux métiers, mais aussi des plus compliqués qu'on n'apprend pas à l'école. On ne nous apprend pas du tout comment on fait. Il y a d'autres choses qu'on n'apprend pas à l'école. Ouais, tout ce qui est important, en fait, on l'apprend pas à l'école, déjà. Alors, est-ce que avant, ouais, c'est bon, super. Merci Vincent Pierre qui nous dit que le son et l'image sont parfaits. Parfait, super. Ouais. Alors, vous n'êtes pas très nombreux, mais ça se connecte au fur et à mesure. C'est vrai qu'il fait beau, que voilà, que je pense que tout le monde a envie d'être dehors. C'est les vacances aussi. Mais c'est bien, on va passer une belle soirée entre nous et c'est super chouette. Merci à vous tous d'être là. Donc ce soir avec Eric, on va parler d'éducation bienveillante et authentique. Donc Eric, tu es directeur d'un collège et lycée, mais également, et c'est ça que je trouve juste génial chez toi, coach pour parents et adolescents. Donc c'est super, tu as commencé par écrire un spectacle « Je suis prof, mais je me soigne ». Ouais. Donc, quelque part pour dénoncer un peu la folie scolaire. Et ensuite, une conférence, je suis parent, mais je me soigne. Donc, je trouve ça super intéressant. Alors, ce soir, vous allez voir comment, en tant que parent, on peut incarner une éducation bienveillante et authentique qui permet de donner confiance à l'enfant, parce que c'est ça, hein, finalement, c'est les enfants qui trinquent et qui sont au bout de chaîne, on va dire, quoi, voilà. Comment est-ce que nous pouvons enlever nos masques pour retrouver le sens profond d'être parent, parce que être parent, c'est aussi une mission importante qui doit quelque part être authentique et bienveillante. Et souvent, on a été élevé, avant l'éducation, elle était vachement plus pyramidale, on va dire. Voilà, elle n'était pas forcément authentique ni bienveillante. Et comment est-ce qu'on peut accueillir et exprimer nos émotions en tant que parents? Parce que je crois que quand on est parent, les gamins, ils font tout pour nous énerver, tout pour nous pousser dans nos retranchements, tout pour nous dire que, tout à l'heure, mon fils m'a fait une leçon de morale, quoi, tu vois. Encore une, non? Mais ouais, encore une, mais en fait, il a juste complètement raison, quoi, tu vois. Et ils sont là pour nous rappeler aussi, je pense, sur beaucoup de choses. Et comment est-ce qu'on fait voilà, ça a aussi beaucoup, ça fait jaillir beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Et je pense que c'est important de savoir faire, en fait, tout simplement. Donc ici, vous êtes au sein de la communauté de l'abondance qui a pour mission de permettre à chacun de partager son potentiel et de partager sa passion avec le monde, et de réaliser son potentiel. Donc, l'objectif, c'est que tout le monde puisse pleinement être connecté à terre-ciel, dans le respect, la bienveillance. Enfin, en fait, moi, je veux un monde de bisounours, quoi, en gros. Voilà. Et moi, je suis Caroline Aubert et la fondatrice de la communauté de l'abondance. Et dans la communauté, donc, on organise des conférences comme celle de ce soir toutes les semaines, qui sont suivies, en fait, chacune d'ateliers et certaines de programmes également pour aller plus loin si vous souhaitez vous former, travailler sur vous et voilà. Et pouvoir impacter aussi, incarner qui vous êtes, la plus belle version de vous-même et pouvoir impacter le monde. Voilà. Super. À votre façon, quoi. Voilà. Donc, Eric, écoute, c'est un plaisir de t'accueillir. J'ai une pensée pour Joëlia qui nous a mis en contact aussi. Oui. Un petit coucou à Joëlia. Voilà, un petit coucou à Joëlia qu'on embrasse bien fort. Et puis, écoute, moi, je t'invite à prendre la parole, à nous emmener dans ta direction et puis à chacun et chacune de réagir, bien sûr, dans le chat pour que cette soirée soit dans l'unité et dans le partage. Voilà. Exactement. Alors oui, Eric Lalo, directeur d'un… Là, en fait, je suis revenu au bureau. Pourquoi dans mon bureau? Parce que la connexion n'est pas suffisamment bonne à Bourg-de-Péage, puisque l'établissement que je dirige se trouve à Valence, dans la Drôme. Donc, c'est un collège et un lycée professionnel. Je suis professeur d'anglais aussi. J'enseigne l'anglais, but I'm not going to teach English tonight. OK? Et en fait… quand j'ai commencé dans l'enseignement, j'avais une autre passion, c'était le théâtre. J'adorais faire rire les gens. Et d'ailleurs, je fais toujours rire les gens. J'imite les hommes politiques, j'imite les présentateurs. Et
au départ, je me disais, mais en fait, être prof, enseigner et faire rire les élèves, c'est pas, on peut pas concilier les deux. Puis je me suis rendu compte, en fait, avec le temps, que c'est tout à fait possible. Et puis maintenant, bon, ça fait une dizaine d'années que je suis chef d'établissement. Et pour rebondir sur la bienveillance dont tu parlais, l'établissement dans lequel nous sommes, eh bien, depuis 6 ans, nous avons, parmi les membres du personnel, une sophrologue coach de vie. C'est-à-dire que c'est une personne qui est là pour les élèves. C'est-à-dire que les élèves, s'ils ne se sentent pas bien, ils ont la possibilité de rencontrer cette personne pour traiter des problèmes de confiance. Ça peut être aussi des phobies, des peurs, des angoisses, des problèmes d'ordre relationnel. Parce que je pars du principe que pour réussir à l'école, et lorsqu'on parle de bienveillance, il faut que l'enfant se sente bien, c'est-à-dire qu'il prenne plaisir à venir à l'école. Et on sait qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. On a beaucoup d'enfants qui, pour des raisons diverses, partent à l'école avec la boule au ventre. Pourquoi? Parce que il y a plein d'angoisses qui surgissent par rapport à l'école. Ça peut être des problèmes d'ordre relationnel, ça peut être des problèmes de confiance, parce qu'on ne sait pas si on a les aptitudes requises pour pouvoir réussir. Ça peut être aussi en lien avec le stress que nous donnons en tant que parents. On va en parler ce soir, c'est important. Et je pense qu'il est vraiment indispensable aujourd'hui, lorsqu'on parle de réussite, de mettre tout d'abord en avant le bien-être de l'enfant. Lorsque j'ai instauré lorsque cette personne est venue prendre sa place au sein de l'établissement, au départ, les enseignants, en fait, n'y croyaient pas trop, puis se posaient la question, attendez, je vois pas qu'une sophrologue, coach de vie vient faire dans notre établissement. Et en fait, au fil du temps, elle a vraiment pris sa place, puisque 1 an plus tard, lors d'un comité d'entreprise, on me pose la question, les élèves ont la possibilité de voir cette sophrologue, est-ce que nous, en tant que professeurs, on peut la consulter? Et même aujourd'hui, les membres du personnel aussi, tout le monde la consulte. Et si je pense qu'aujourd'hui, si aujourd'hui, en fait, on se séparait de cette sophrologue, ce serait la catastrophe. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'en parlant de bienveillance au tout départ, il est important de faire en sorte que les enfants se sentent bien et prennent plaisir à venir à l'école. Et ça, c'est un pilier indispensable. Pourquoi? Parce que dans le bureau de cette sophrologue coach de vie, on parle aussi de ce qui se passe à la maison, des relations qui peuvent être rendues soit, c'est vrai, entre parents et adolescents, parents et enfants, et aussi entre professeurs et élèves. Donc ça, c'est le premier point que je voudrais aborder. Alors, je ne sais pas si je continue, et puis surtout, Caroline, tu n'hésites pas à m'interrompre s'il y a des questions par rapport à ce que je suis en train d'avancer. Okay. Ouais, non, pour l'instant, les gens, ils trouvent ça génial, ta double casquette, ils trouvent ça super qu'il y ait une sophrologue, voilà. Pour nous, maintenant, aujourd'hui, c'est indispensable. Parce que, je veux dire pourquoi, Caroline. En fait, lorsque je suis arrivé ici en fonction à Valence, lorsqu'on rencontre des parents qui sont tourmentés, pourquoi? Parce que leur enfant ne va pas bien, eh bien, le réflexe, c'est de dire, écoutez, on va prendre rendez-vous avec un médecin, et puis on fera un bilan, et puis on revient vers vous dans 2 semaines pour voir ce qu'il en est. Et très souvent, aujourd'hui, en fait, il suffit simplement, le téléphone, il est là, okay, de faire 4 numéros, de dire, Daniel, est-ce que tu peux rencontrer tel élève? Après l'entretien, il y a un suivi, s'il est jugé nécessaire par le sophrologue, il y a un suivi qui se met en place, et il y a plein de petits bobos qui peuvent prendre énormément d'ampleur s'ils ne sont pas traités au quotidien, il y a plein de petits bobos qui disparaissent. Et moi, je trouve ça formidable. Pour certains d'entre vous, vous connaissez peut-être la méthode NERTI, elle s'est donc formée à la méthode NERTI, qui peut traiter les phobies, les angoisses, en une seule séance. Extraordinaire. Je dis bien extraordinaire. Et ça porte vraiment ses fruits. Donc aujourd'hui, être bienveillant, c'est de s'assurer que notre enfant se sent bien. Et la question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce que nous, en tant que parents, nous sommes toujours bienveillants? Je vais parler d'un grand stress à l'école aujourd'hui, mais vraiment d'un grand stress. Il s'agit des notes. La première question que l'on pose à nos enfants lorsqu'ils rentrent de l'école, pas tout le temps, mais souvent, c'est t'as eu des notes aujourd'hui? Ouais. Et puis, lorsqu'on donne nos notes, ensuite, la deuxième question, c'est oui, la moyenne de la classe, c'est combien? Pourquoi? Parce qu'on a envie de savoir, en fait, où l'enfant se positionne par rapport aux autres. C'est-à-dire, est-ce que mon enfant, il est très bon, il est moyen, il est mauvais, ou alors il fait partie des catastrophes. D'où l'importance, je veux dire, d'être bienveillant. Ça veut dire quoi? Vous savez qu'en France, ça a été prouvé, Caroline, par les neurosciences, on passe 80% de notre temps à parler des choses qui ne vont pas chez l'autre.
Et je vais donner un exemple, c'est très simple. Il y a un enfant qui rentre à la maison, il est super content, il va faire plaisir à ses parents. Pourquoi? Parce qu'il a eu 18 en espagnol. Papa, maman, j'ai eu 18 en espagnol. Ouais, c'est super, montre-moi ta copie. Et puis là, c'est, oh non, regarde les 2 points que tu as perdus, c'est bête, tu aurais pu avoir 20. En fait, au lieu de se focaliser sur les 18 points qui ont été gagnés, on va garder notre attention sur les 2 petits points qui ont été perdus. Et ça, je trouve ça tellement important aujourd'hui, simplement, eh bien, de prendre le temps de valoriser ce qui va bien chez notre enfant. Et alors, pourquoi ne le fait-on pas, ou pourquoi on ne fait pas assez souvent? C'est parce que nous adultes, nous avons été programmés de la même façon. C'est un état d'esprit qui est très français, qui consiste à parler des choses qui ne vont pas bien. Il suffit d'écouter, je veux dire, les enfants, lorsque les parents reçoivent des amis à la maison, qu'est-ce qui se passe? On parle de ce qui se passe à la télé, par rapport à l'actualité. Et souvent, le discours, c'est « mais on va droit au mur, tu te rends pas compte avec tout ce qui se passe, et puis de toute façon ceci, et puis la politique, ça va pas du tout, mais de toute façon, ça va finir par une guerre civile, etc. » Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et là, en fait, on est en train de construire, de programmer une personne qui va voir l'avenir, sans le moindre optimisme. Comment peut-on faire? Et être bienveillant avec nos enfants, c'est aussi porter un discours qui va être optimiste par rapport à l'avenir. Optimiste. C'est la première chose. Alors vous allez me dire, ben ouais, mais attendez, optimiste, tu rêves mon coco, je veux dire, comment fait-on lorsque on annonce qu'il y a autant ouais, je donne un exemple, une personne a été licenciée, comment dire à notre enfant qu'il s'agit de quelque chose de formidable? C'est de se rendre compte qu'en fait, derrière chaque tragédie, entre guillemets, se cache un cadeau. En fait, nous sommes tous confrontés à des moments donnés dans notre vie où on éprouve beaucoup de difficultés. Et on le dit très bien, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est à apporter à nos enfants, ce n'est pas l'événement lui-même qui est important, c'est surtout la façon dont nous allons réagir. Et aujourd'hui, dès que quelque chose de négatif se passe, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre l'accent dessus en ayant, je veux dire, un discours qui va être extrêmement pessimiste et qui ne va pas donner d'issue pour l'enfant. Il va se dire, de toute façon, à quoi bon s'investir? C'est mort, de toute façon. Si je faisais des études, déjà, il y a, on le sait très bien, un décalage entre ce qu'on apprend à l'école et la réalité de la vie. Et d'autre part, si on leur dit que de toute façon, l'avenir, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire, ça va être difficile. Aujourd'hui, en France, 20-25% des Français vivent de leur passion. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'un Français sur 4, ou même un Français sur 5, lorsqu'il se lève le lundi matin, il est content d'y aller parce que il fait des choses dans lesquelles il se reconnaît, parce qu'il est passionné par ce qu'il fait, il a l'impression vraiment d'apporter sa contribution aux autres, il se sent utile aux yeux des autres, il est heureux d'aller au boulot. Mais 4 Français sur 5, lorsqu'ils se lèvent le lundi matin, c'est allez, c'est pas grave, c'est bientôt vendredi, on aura le week-end pour se lâcher, ou on aura ces 2 mois de vacances. D'ailleurs, on va les programmer, les vacances. On va passer la plus grande partie de l'année à programmer nos vacances alors qu'on pourrait pas utiliser ce temps, pas toujours facile, hein, parce qu'on est débordé, parce qu'on a plein de boulot, mais à construire peut-être un autre avenir qui est peut-être en phase avec qui nous sommes réellement. Mais ça, là, je lance la pierre contre personne, c'est pas toujours facile lorsqu'on est pris dans des occupations, lorsqu'on est pris dans un métier, lorsqu'on a tellement de responsabilités, de choses à faire, on n'a pas le temps. En tout cas, c'est ce qu'on se dit, parce qu'on se ment, enfin, on se ment un petit peu lorsqu'on dit ça, mais on a tous la possibilité de montrer à nos enfants que nous aussi, on a la possibilité de nous reconstruire à n'importe quel moment. Je vais, pour cela, raconter 2 histoires. La première, c'est une élève qui était en 3e, qui avait de grosses difficultés, qui avait une moyenne qui était légèrement inférieure à 10, mais qui faisait de son mieux pour pouvoir passer en seconde générale. Parce que là aussi, le discours traditionnel, si tu veux réussir, il faut surtout éviter les bacs pro, les CAP, l'apprentissage, il faut faire de longues études, parce qu'avec de longues études, tu auras un très bon métier. En tout cas, son souhait, c'était ça. Et puis, en fait, elle est passée de justesse en seconde générale. Le problème qui s'est posé, c'est que l'année plus tard, lorsqu'elle s'est retrouvée en seconde, ça a été le burn-out pour elle. À tel point qu'en milieu d'année, elle a été convoquée, enfin sa famille, par le directeur, professeur principal, en disant « Écoutez, je suis vraiment désolé, mais
on va pas pouvoir vous garder. Concrètement, le discours qui était pourtant bienveillant, c'était « t'as rien à faire ici et je sais pas ce qu'on va faire de toi, mais en tout cas, tu ne pourras pas poursuivre tes études dans la filière générale. » Et c'est difficile à entendre pour un élève qui était pourtant motivé. Mais après, il y a une réalité. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait en fin d'année? Les parents, la fille, ont cherché à trouver un métier qui pourrait lui permettre de vivre et puis surtout lui permettre de l'écouter, de l'occuper, pardon. Et là, c'est important ce que je dis. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fallait trouver un plan B, mais un plan B qui n'allait pas lui convenir. Et là, il lui restait un CAP fleuriste, elle aimait les fleurs. Elle s'est dit pourquoi pas. Mais là aussi, c'était vraiment un compromis. Bon, c'est pas si mal que ça, je vais peut-être pouvoir regagner ma vie avec ça. Elle fait son CAP de fleuriste, ça se passe très bien, ça dure 2 ans. Elle obtient un diplôme, ce qui est aussi une sécurité pour les parents. Une sécurité, fausse sécurité. Et comme ça se passe bien, elle décide de poursuivre en passant son BEP. Et là, elle part en internat, se trouve en plein milieu des Ardennes. Et là, au bout de 6 mois, c'est le burn-out total, ça se passe très mal avec son maître d'apprentissage. Elle se rend compte, en fait, elle n'est pas du tout à sa place. Et vous imaginez un petit peu l'angoisse pour les parents. Elle a 18 ans. Ses parents, en plein milieu d'année, lui disent « Écoute, c'est pas la peine de continuer parce que on voit très bien que les choses se passent mal pour toi. Reviens à la maison. » Et là, le constat d'échec, entre guillemets, pourquoi? C'est « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Et c'est elle, en fait, c'est elle qui prend l'initiative, qui dit « J'ai fait mes 2 années en CAP de fleuriste, j'ai envie de retenter une seconde générale. » Et là, les parents prennent peur. Est-ce que tu rends compte de ce que tu es en train de dire? Si, j'ai envie de refaire une seconde générale. Elle pose sa candidature dans plusieurs lycées. Et là, le discours, la réponse reste la même pour tout le monde, c'est tu prends la place de quelqu'un d'autre. De toute façon, tu as 3 années de retard, c'est pas la peine. Et de toute façon, il n'y a pas de place. Mais elle insiste, elle persiste. Et en insistant lourdement auprès d'un chef d'établissement qui accepte de la recevoir en fin d'année, le chef d'établissement la sentant déterminée, c'est un point important, lui dit « Écoute, j'aurai peut-être une place à la fin de l'année et je vais peut-être pouvoir t'accueillir en seconde l'année prochaine, mais je ne peux rien te garantir. » Fin août, le téléphone sonne et la voici, alors qu'elle a 3 ans de plus que les élèves qui rentrent en classe de seconde, passé 18 ans, elle rentre en seconde générale. Et ce qui va se passer, c'est extraordinaire. C'est ça va très bien se passer. Elle va passer en première ES. Elle va découvrir une matière ou redécouvrir une matière à l'aide d'un professeur qui va l'inspirer, c'est l'histoire géo. Elle se passionne pour cette matière et elle obtient le bac ES avec mention. Et elle est tellement passionnée par l'histoire géo qu'elle continue. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des études, une licence en histoire géo, pour finalement se rendre compte que tout ce qu'elle a envie de faire, c'est de transmettre sa passion, l'histoire géo, auprès des élèves. Et au moment où elle fait cette vidéo sur YouTube, elle doit décider si l'année suivante, elle enseignera au primaire ou dans le secondaire, au collège ou dans un lycée. Et pourtant, en seconde, on lui avait dit « laisse tomber, c'est mort ». Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le grand drame à l'école, et c'est là où on peut être maladroit parfois lorsque nous sommes parents, on a des enfants qui ont du mal et on a envie de leur dire ce qui nous semble réaliste, puisque c'est face à nous. Hein. Laisse tomber, c'est mort, tu ne pourras pas travailler, évoluer dans cette voie. Ce qu'on doit se rappeler, enfin, il y a une chose dont on doit vraiment se rappeler, c'est que en fait, nous évoluons tous à un rythme différent. Il y a des enfants qui ont 15 ans, qui ne sont peut-être pas prêts pour faire certaines choses, mais qui le seront 5 ans plus tard. Mais la règle en France, c'est que non, ça doit se faire à 15 ans, parce qu'on ne peut pas le faire à 20 ans. Et alors, où est le problème? Chacun évolue à un rythme différent. Ce qui est extraordinaire, c'est que là, on se retrouve avec quelqu'un qui était en échec, qui, selon les enseignants, qui étaient bienveillants, ils faisaient leur boulot, il y avait des notes, il y avait des moyennes, il y avait des résultats, estimait qu'elle n'avait pas du tout les capacités requises pour faire un bac. Et pourtant, 3 ans plus tard, lorsqu'elle revient, tout se passe très bien, elle l'obtient avec une mention. Et puis, on connaît tous plein d'histoires comme ça. Moi, je sais que ça s'est passé en Ardèche l'année dernière. C'est une professeure de français qui avait réussi le concours, qui est allée se présenter donc le jour de la rentrée donc, à l'équipe. Et elle est allée voir une prof de français en disant « Bonjour, je me présente, je suis Stéphanie. Vous vous souvenez pas de moi ?»« Mais si, en 4e, m'aviez dit « Jamais tu seras prof. » Ben c'est moi, on va travailler ensemble. Quel bonheur. Et je toque. En fait, tout ça pour vous dire que
En tant que parents, nous sommes là toujours pour faire un diagnostic à un moment donné, mais jamais un pronostic. Et là, Caroline, je vais te raconter quelque chose qui m'a fait très mal. J'ai failli bondir. Là, ça s'est passé ici dans mon bureau. Un beau jour, je rencontre, donc je fais venir donc une famille. En fait, le papa vient inscrire son fils en sixième. Et il vient avec la petite fille. Alors, il y a toujours un petit espace pour dessiner, alors il y a le canapé aussi. C'est pas pour les promotions canapé, il y en a pas. Mais voilà, on peut s'asseoir sur le canapé, dessiner. Et puis le père, très sûr de lui, dit avec mon fils là, super, ça se passe super bien, CM2, on n'aura pas de problème, hein, le sixième, sans souci. Hein. Et juste après, il se tourne vers sa fille qui est en train de dessiner en disant, par contre, elle, ce sera pas la même histoire. Hein. C'est assez limité, bon, on verra bien, mais je sais pas, enfin on verra. Hein. Et là, je me dis, qu'est-ce que tu es en train de dire à ta fille? Parce qu'elle, en fait, elle relève la tête, mais doucement, elle entend tout ce qu'on lui dit. Hein. Et autant dire qu'à cet âge-là, en plus, ça rentre très bien. Et je me dis, mais à quoi tu es en train de penser? Pourquoi? Parce qu'en fait, on compare un enfant à un autre. Mais là aussi, chaque enfant évolue à un rythme différent. Et ça me paraît essentiel. Parlons de bienveillance. Je vais donner un autre exemple parce que là aussi, on s'appuie sur du vécu. Dans mon bureau, on parlait d'optimisme, de pessimisme. Je reçois parfois des parents, ils ne sont pas tous comme ça, attention, il y a des parents extraordinaires, il faut de tout pour faire un monde. Et je reçois donc une maman ou un papa, je ne me souviens plus, avec son fils, parce que bon, ça ne se passe pas bien, un mauvais résultat, donc tu vas voir là, on va aller voir le directeur, et puis il va bondir de sa chaise, et puis ta. Et la maman lui dit, hein, tu ne te rends pas compte, ton avenir, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Moi, mon avenir, il est fait, il est derrière moi, mais le tien, il est devant toi. Et j'avais presque envie de dire, madame, si votre avenir est derrière vous, vous voulez un cercueil, commandez un cercueil tout de suite, votre vie est terminée, vous n'avez plus de rêve, hein, vous n'avez pas de passion, vous n'avez pas des projets qui vous tiennent à cœur. Comment inspirer des enfants si nous, en tant qu'adultes, nous ne sommes pas engagés, passionnés par rapport à des choses qui nous tiennent à cœur, par rapport à des choses qu'on a envie de faire? Ça me paraît tellement important. Et ça aussi, ça s'appelle la bienveillance. En fait, l'éducation, c'est quoi? C'est simplement donner l'exemple. Je dis bien donner l'exemple. C'est tellement essentiel. En fait, les enfants, on s'inspire de qui? Des personnes qui nous entourent. On dit, alors ça a été dit et répété par plein de coachs, hein, la personne que vous êtes, en fait, est simplement le reflet des 5 personnes que vous côtoyez le plus dans votre vie. Et c'est sûr que dans le cercle familial, si on a un discours qui est pessimiste, non seulement sur la vie en général, mais aussi sur les capacités qu'on remet parfois en question en se disant je ne sais pas ce qu'il fera de sa vie, comment peut-on aider l'enfant, je veux dire, à rebondir, à dire « Hey, allons de l'avant ». Moi, j'ai une amie australienne, à chaque fois que je lui parle de mes projets, par exemple, le spectacle « Je suis prof, mais je me soigne », tout de suite, c'est « Yes, go for it ». La moyenne en France, parlons d'entreprise. Alors, c'est vrai que de créer une entreprise, ça fait peur à plein de monde, y compris moi. Je veux dire, si je me disais aujourd'hui, tiens, je crée une entreprise. Il faut savoir qu'en moyenne, si un Français monte une entreprise, met en place une entreprise et se casse la figure, il arrête. La moyenne, c'est 1,2. Ça veut dire que, d'une façon générale, bon, voilà, ça n'a pas marché, on laisse tomber. Aux États-Unis, c'est éprouvé, hein, la moyenne, c'est 8. C'est-à-dire que ça n'a pas marché, on s'est planté, OK. 1, pourquoi on s'est ramassé? 2, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça marche mieux la fois suivante? Et on recommence. Et au bout de la 7e ou 8e fois, ça marche, ça fonctionne. Et le monde appartient, et j'ai envie de le succès appartient aux personnes qui sont capables justement de rebondir en gardant une vision optimiste de l'avenir. C'est pas toujours facile. Je dis bien, c'est pas toujours facile, hein, mais c'est notre façon d'être qui va être tellement important. Je te donne un exemple, Caroline, en classe, c'est ce que je répète souvent aux professeurs, mais là, je m'adresse également aux parents. Je leur dis, lorsque vous rentrez en classe, ce que vous êtes crie si fort que je n'entends pas ce que vous dites. Parce que l'adolescent, en fait, qui est en classe, en fait, il ne sait pas, en fait, il s'intéresse pas à ce que tu fais, mais surtout à ce que tu es. Il le ressent tout de suite. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il sait si tu es content d'être là. C'est quand même énorme. Et il sait si tu prends plaisir à être avec des enfants, si tu es passionné par ta matière. Et ça se transmet tout de suite. Ça se transmet tout de suite.
lorsqu'on rentre en classe, mais attention, il y a plein de profs qui en sont conscients et qui font cet effort-là, c'est-à-dire vous rentrez en classe et déjà vous souriez et vous dites bonjour à tout le monde. Bonjour, comment ça se passe? Comment allez-vous? C'est pas énorme, mais pourtant c'est très important. Ça fait partie aussi de la bienveillance. En parlant des notes, Caroline, et je rebondis là-dessus par rapport à la bienveillance, souvent on dit, voilà, la question qui est posée, c'est est-ce que tu as eu des notes lorsqu'on rentre à la maison? Là, la question, ça pourrait être, est-ce que tu as passé du bon temps? Est-ce que ça s'est bien passé? Et là aussi, je rebondis parce que, est-ce que tu as passé du bon temps? Non, quand on va à l'école, on ne passe pas du bon temps. Est-ce que tu as passé une bonne journée? Ben, dans certains pays, je dis bien dans certains pays, la chose que l'on dit lorsqu'on dit au revoir à nos enfants, c'est amuse-toi bien. Amuse-toi bien. Ah non, soyons sérieux, on n'est pas là pour s'amuser. Vivre de sa passion, c'est pas facile, c'est un choix, ça peut exiger, ça peut demander des sacrifices, mais quoi qu'il en soit, si on prend plaisir à ce que l'on fait, je veux dire, on a tout gagné. Je veux dire, on a tout gagné. Voilà, donc, par rapport à l'histoire que j'ai racontée, être bienveillant, c'est de dire, OK, aujourd'hui, ça ne va pas, on fait un constat aujourd'hui. On ne va pas accabler notre enfant parce que justement, ça ne va pas, parce que justement, il a des résultats qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on espérait. Mais rappelons-nous que nous ne sommes pas les propriétaires de l'âme de notre enfant. Je veux dire, il a sa propre vie à mener. Mais c'est lui poser les bonnes questions, en fait. C'est OK, bon, ben voilà, tu as eu. C'est d'accueillir la mauvaise note. Pourquoi je le dis? Parce qu'en fait, moi, je suis professeur d'anglais. Et donc, en classe de 6e, lorsque je dis, bon, ben, je vais rendre les copies, je dis, hey, oh, cool, il se passe quoi là? Oh, ben, si on a une mauvaise note, on va ramasser à la maison. Moi, je dis, non, tout va bien se passer. Bah, si, oh, bah, attendez, on ne parle pas pour tous, bien sûr. Mais pour beaucoup, je veux dire, on ne parle pas d'envie. On parle de peur, c'est-à-dire qu'en fait, il fonctionne sur la peur. Peur de se faire gronder, peur de décevoir, peur d'être puni parce que justement, écoute, de toute façon, c'était pas le moyen, hein, le week-end, tchop, grillé. Et en fait, c'est premièrement accueillir lorsqu'on a une mauvaise note, okay, dire ok, j'entends, tu as une mauvaise note. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ben, se poser deux questions, comme je l'ai dit. À ton avis, pourquoi tu as eu cette mauvaise note? Et puis, la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que tu aies une meilleure note la fois suivante? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que tu aies une meilleure note la fois suivante? Quelle stratégie on peut mettre en place? Et lorsque l'enfant ne se sent pas jugé, ça change tout. Je dis bien, ça change tout. Ça me paraît essentiel. Ça me paraît essentiel. Ne pas juger. Et en fait, on juge, on ne s'en rend pas compte. On est toujours là en train de juger soit les capacités de nos enfants, sa capacité à travailler. Les enfants, les adolescents, les adultes ont tous besoin de reconnaissance. On a tous besoin de reconnaissance pour avancer, mais à un jeune âge, c'est encore plus important. Et là, je ne suis pas en train de parler de laxisme. Ouais, ça veut dire c'est bon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, 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 non. C'est justement encourager nos enfants. Parce que souvent, on dit, les bons élèves sont ceux qui ont des bonnes notes. Si tu as des bonnes notes, voilà, tu pourras faire de bonnes études, tu auras un bon métier. Et puis, si tu as des mauvaises notes, ben, tu fais partie des mauvais. C'est-à-dire qu'à l'école, forcément, il y a les bons et les mauvais. Et pour te donner un exemple, Caroline, et là je m'adresse à tous les parents, en anglais, je les évalue. Alors, il y a plein de profs qui fonctionnent de la même façon, mais pas tous. Je leur dis, bon, au fait, vous allez avoir une note orale à la fin de cette période, ok? Et j'ai envie de vous poser une question. Quelqu'un qui participe régulièrement et qui ne fait jamais d'erreur et qui parle très bien anglais, on va lui donner combien en notes? Tout le monde, oh ben 18, 19, super. Quelqu'un qui participe régulièrement, mais qui à chaque fois se trompe. Quelle note va-t-on lui donner? Oh ben 8, 10, 11, 9, je dis bah non, 18. Ben non, il se trompe tout le temps, on peut pas. Je dis non, ce qui compte, c'est l'envie d'avancer, parce qu'on vient à l'école, c'est pour se tromper, parce que si on se trompe, ben, on peut se poser la question de savoir pourquoi on se trompe, pour pouvoir rebondir, pour pouvoir ensuite parler correctement. Et tant qu'il y a cette envie, ben, tout va bien. Et pour parler des notes, en fait, un bon élève, c'est pas quelqu'un qui a des bonnes notes. Un bon élève, c'est quelqu'un qui va donner le meilleur de lui-même. Et tant qu'on garde ce moteur chez l'enfant,
c'est-à-dire quelqu'un qui a toujours envie, qu'on peut d'ailleurs décomposer en 2 mots, envie, qui a toujours envie d'aller de l'avant, c'est quelqu'un qui a le moteur qui est allumé à l'intérieur. Et aujourd'hui, on se rend compte, et l'école, ben, ça part de responsabilité, mais la maison aussi, on a des enfants qui ont 13, 14 ans, qui sont éteints, qui n'ont pas envie d'avancer. Et je pense qu'en fait, on vient tous au monde en tant qu'enfant avec des rêves. On rêve lorsqu'on est enfant, on est spontané, on fait plein de choses, on s'amuse, on prend plaisir à faire des choses. Et puis, pensant être bienveillant, parfois, on vient saboter ses envies. Je viens saboter ses envies. J'en profite pour rebondir sur l'orientation, parce que notre souhait en tant que parents, c'est que nos enfants réussissent. C'est avoir un beau métier, un bon métier qui est valorisant aux yeux des autres. Que dire à un enfant qui est, imaginons, on est en classe de seconde, qui a 2 de moyenne en maths, qui a 3 de moyenne en physique, qui a 4 de moyenne en SVT, et qui veut être médecin généraliste. Son rêve, c'est être médecin généraliste. Et là, la question que vous avez envie de me poser, c'est, attends, tu es quand même obligé de nous montrer que ça risque d'être difficile. En fait, notre réflexe en tant que parent, tout de suite, c'est de dire, non mais attends, c'est pas possible, tu peux pas. Même en le disant avec amour. Avec amour. Non, mais attends, écoute, on est là pour t'encourager, mais là, tu vois, par rapport au résultat que tu as, je veux dire, non, tu ne pourras pas, écoute, il y a quoi d'autre? Qu'est-ce que tu aimerais faire sinon? Et on passe à autre chose. C'est-à-dire que, quelque part, on se sent tellement mal à l'aise pour lui dire qu'on pense, allez, non, mais mis à part médecin généraliste, il n'y a pas d'autre chose qui te passionnerait? Non. Une nouvelle fois, c'est accueillir. De quelle façon? Ah, là, j'ai l'impression que le son est parti. Est-ce que tout le monde m'entend? Hello? Oui, non, j'ai juste coupé mon son. Ah, parfait. Mais on Okay. t'entend, ouais. Super. Lorsqu'un enfant vous dit, et puis qu'il a de très mauvaises notes dans les matières scientifiques, c'est un exemple parmi tant d'autres, j'ai envie d'être médecin généraliste, au lieu de dire, oh non, mais tu peux pas, c'est simplement, ah ok, d'accord, super. Et tu peux me dire pourquoi, sans porter de jugement. Pourquoi, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On s'intéresse à la personne. On veut savoir pourquoi il a envie d'être médecin. Et en fait, l'enfant va vous donner une réponse. Et vous allez rebondir sur cette réponse pour reposer la question, ah oui, mais pourquoi? Et en fait, pour se rendre compte que c'est peut-être pas forcément ce métier-là qu'il a envie d'exercer et que dans le milieu de la médecine, il y a plein de métiers que l'on peut exercer ou dans le domaine des thérapies, il y a plein de métiers que l'on peut exercer où en fait, on est en aide à la personne, on aide les gens parce que être médecin, il y a peut-être une spécificité qui nous passionne, ça peut être simplement soulager, réconforter les gens qui sont malades. Et là-dedans, il y a plein de métiers que l'on peut exercer pour justement s'épanouir. Mais de briser ce rêve en disant non, tu peux pas, non, laisse tomber, c'est pas possible. Intéressez-vous à votre enfant, posez-lui des questions. Ouais, c'est intéressant ce que tu me dis. Mais pourquoi tu aimerais faire ce métier? Mais ouais, j'aimerais en savoir plus. Si vous êtes intéressé par ce qui le passionne, là, votre enfant tout de suite il va s'ouvrir. Mais par contre, en disant non, tu peux pas, non, mais attends, laisse tomber. Là, c'est un enfant qui va se fermer et qui aura du mal en fait à rebondir simplement pour vous dire ce qui l'anime, ce qui le passionne. Donc, avoir un discours optimiste par rapport à l'avenir, en étant nous-mêmes engagés par rapport à des choses qui nous passionnent, par rapport à des choses qu'on a envie de faire. Et engagé, ça ne veut pas dire de partir en guerre. Ça me fait penser, je crois que c'est Sœur Emmanuel, on lui avait posé la question, Sœur Emmanuel, on va aller dans la rue la semaine prochaine pour on veut manifester contre la guerre. Est-ce que ça vous dirait de venir avec nous? Elle dit non, ça ne m'intéresse pas. En revanche, si vous faites une autre manifestation pour la paix, là, je viendrai avec vous. Là, il n'y a pas de souci. Et c'est énorme, en fait, parce qu'on n'est pas là pour se battre, on est là pour défendre des idées qui nous sont chères, pour faire avancer le monde. Et c'est très subtil ce que j'ai dit, mais en même temps, c'est énorme. C'est énorme parce que forcément, la dynamique est tout autre. Et voilà, encourager nos enfants, s'intéresser à ce qui vraiment les passionne. Et puis, toujours avoir ces 2 mots. Pourquoi pas, tiens. Et si on explorait cette possibilité? Ce n'est pas être laxiste. Pas du tout. C'est porter de l'intérêt à ce que notre enfant aime dans la vie, parce que tous nos enfants, en fait, ont besoin d'être accompagnés. Et puis, deuxièmement, ne pas être dans le jugement. Et aujourd'hui, à l'école, malheureusement, ce qui fonctionne le plus, c'est les notes. Disons-le clairement, c'est les notes.
et ça peut faire très mal. Alors, comme tu le disais, Caroline, au tout début donc de cette vidéoconférence, c'est pas toujours facile d'être parent. Alors, c'est bien beau, ces paroles là que je suis en train de partager avec vous. Parfois, on a envie, mais parce qu'ils sont pleins de vie, parce qu'ils font du bruit, commencer à me gonfler. Alors, je veux rester poli, et on a envie d'exploser. Et c'est humain d'exploser. Je veux dire, on a tous le droit de le faire. J'aimerais raconter cette histoire qui est arrivée à Jacques Salomé. Il le raconte dans une courte vidéo de 5 minutes. En fait, c'est un dimanche matin. Et il est avec sa compagne au lit. C'est un moment privilégié tous les dimanches matins. Parce qu'il y a une possibilité d'aller plus loin, je ne rentre pas dans les détails, et il est 7 heures du matin. Lorsque, subitement, il y a la petite fille qui rentre. Alors là, le papa, allez, non, va te recoucher, c'est trop tôt. Et puis, quelques minutes plus tard, pensant pouvoir avoir un moment de tranquillité, raté, la fille revient, et là, tout est foutu, c'est foutu. Et là, Jacques se lève, prend sa fille, mais il parvient à se maîtriser quand même, il descend dans le salon, et là, il prend le coussin, et il tape le coussin sur le canapé, mais avec une force, il tape une quinzaine de fois. Et là, sa fille le regarde et dit « Dis donc, papa, je ne savais pas que tu étais aussi en colère. » Et dans cette vidéo, Jacques Salomé dit « On a tous le droit d'être en colère, tous. Mais par contre, on n'a pas le droit de la cracher sur un enfant. » Et souvent, sans s'en rendre compte, on le fait. Alors vous allez me dire « Mais dans ce cas-là, que fait-on » Parce que ça arrive à n'importe qui de s'emporter et dire des choses, des mots qui nous dépassent, et puis des mots qui peuvent heurter. On le fait tous, moi aussi. La plus grande force et la plus belle qualité chez un être humain, c'est sa capacité à se remettre en question. C'est de se dire, OK, je me suis emporté, excuse-moi. Moi, je me souviens, au tout début, j'étais pas très confiant lorsque j'étais prof. J'étais dans une classe de terminale. Et à un moment donné, il y a un élève qui était au fond, là, je le revois avec des lunettes, je crois qu'il s'appelait Stéphane. Et puis, comme il m'agaçait tellement, je me rappelle, j'ai fait, dis donc, toi, arrête de faire le mariole. Et là, en fait, ça l'avait heurté, quoi. Parce qu'en fait, tout le monde s'était mis à rire. Et là, je me suis dit, pouf, si tu réagis pas tout de suite, ça va partir en vrille. Et en fait, je me suis pas soumis à son autorité. J'ai simplement dit, Stéphane, excuse-moi, je me suis emporté, j'aurais jamais dû dire ça. C'est un manque de respect vis-à-vis de toi. Est-ce que tu acceptes donc mes excuses? Et puis il s'est redressé. Oui, oui, bien sûr, pas de problème. Ça a été fini. Et c'est tellement facile de dire non, non, de toute façon, t'es un mariole, et puis, etc., 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 etc. Tu sais, Caroline, la partie la plus difficile dans ce métier, c'est lorsqu'on est, et j'en parlais encore avec des chefs d'établissement la semaine dernière à Mende, c'est lorsqu'on se retrouve, en fait, avec des parents, l'enfant et l'enseignant. Et où, en fait, on sait très bien que l'enseignant a sa part de responsabilité. Et l'élève peut-être aussi. Et qu'en fait, il serait tellement simple, en fait, que chacun reconnaisse sa part de responsabilité sans pour autant se soumettre à l'autorité de l'autre pour dire, excuse-moi, voilà, non, en fait, je me suis emporté, je ne pensais pas. Et là, on est obligé de jongler. Pourquoi? Parce qu'on est chef d'établissement, on ne peut pas, on ne va pas, je veux dire devant l'enseignant que la famille a raison ou vice-versa. On n'est pas là pour ça, on est là pour trouver un juste équilibre. Et c'est ça aussi ce qui est important lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est parent, on s'emporte. N'importe qui peut s'emporter. En plus, on est dans une vie qui avance à 300 à l'heure. Et c'est tellement simple de dire, OK, excuse-moi, je me suis emporté, j'aurais pas dû. C'est ça aussi la gestion de la colère. Je rebondis sur un tout autre point qui est en lien avec le jugement, cette capacité que l'on a facilement à juger les autres. Je vais pour ça raconter une histoire, ça s'est passé dans un établissement scolaire, un directeur avec un prêtre salésien. Et là, ça va quand même assez loin. En fait, le directeur il est directeur du collège et discute avec la directrice du primaire. Et subitement, il y a la prof des écoles qui rentre en disant « Madame la directrice, j'ai un élève qui vient de me traiter de pute. Je demande 2 jours de renvoi. » Et dans une colère pas possible. Alors le directeur dit « Je vous laisse, je m'en vais. » Non, la directrice dit calmement, non, ne vous inquiétez pas. Et à ce moment-là, le directeur, le prêtre salésien, se retourne vers cette institut en lui disant, écoutez, madame, je tiens à vous rassurer, vous ne ressemblez en rien à une pute. Alors, ça peut faire rire, mais ce que ce prêtre salésien donc disait dans cette conférence, c'est que, en fait, elle n'exigeait pas
que le règlement soit respecté en mettant 2 jours de renvoi, c'est qu'une partie d'elle avait été blessée. En fait, c'est ces blessures intérieures qui… Alors, je suis surtout pas en train de cautionner la violence verbale. Hein, un règlement, c'est important. Des règles à respecter, c'est important. Un enfant à qui on ne donne pas de repères, c'est quelqu'un qui a amené à aller partout et à faire n'importe quoi. Mais en fait, c'est son fort intérieur qui avait été blessé. Et souvent, on a des enfants qui peuvent être blessés. Je vais donner un exemple très concret. Souvent, ça m'arrive. Pourquoi? Lorsque ça se passe mal entre les enseignants et les élèves, ou alors ça se passe mal entre les surveillants et les élèves, eh bien, le dernier recours, c'est on va t'amener dans le bureau du directeur. Et lorsque l'enfant, en fait, est pris en faute parce qu'il a fait quelque chose qui est grave et qui nécessite une convocation dans le bureau du directeur, je peux vous dire que l'élève, il ne la ramène pas. Il n'a pas forcément… Si, il y a une part de lui qui a peur, mais surtout, ce que je lis sur son visage, c'est la colère. Parce qu'en fait, on l'a pris… il a peut-être été, pris en train de faire quelque chose qui n'était pas bien, mais il se dit, oui, mais les autres n'ont pas payé. Et puis, la honte. Et puis, il anticipe aussi sur le fait que le directeur va peut-être appeler la famille. Et dans certains cas, je suis obligé, je fais mon boulot, d'appeler la famille. Et je me dis, il faut sauver les meubles. C'est, comme je l'ai dit, il y a des règles, on les respecte. Il faut les expliquer pourquoi elles existent. Ça, c'est important, parce que trop souvent, tu seras collé. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Marche pas. Expliquer pourquoi ces règles sont en place pour être cohérent aux yeux des enfants. Et puis, je l'écoute, voilà, par rapport à ce que tu as fait, tu sais très bien qu'il y a des règles qui n'ont pas été respectées et que là, qu'on va être obligé de mettre en place une sanction. Il y a toujours une sanction dans le but de faire grandir l'enfant, pas dans le but de l'humilier. Parce qu'il se sent suffisamment mal. Et là, je lui dis, écoute-moi bien, je vais dire un truc. Je sais que tu as fait des conneries. On est bien d'accord, tu es d'accord avec moi. Mais par contre, je sais aussi que tu n'es pas un con. Et j'y regarde-moi, je sais que tu n'es pas un con. Et ça, c'est tellement important parce que vous avez des enfants qui, soit par rapport à leurs notes, par rapport à leur comportement, se sentent rabaissés. Il faut appliquer le règlement parce qu'il y a des règles et c'est comme ça que ça fonctionne aussi dans la société, mais aussi leur montrer qu'ils sont capables de rebondir. Et c'est essentiel parce que très souvent, c'est « ah ben lui, de toute façon, on lui met des étiquettes sur le front. » Non, c'est pas vrai. Tous les enfants ont une capacité pour rebondir. Tous les enfants ont cette capacité-là. Et c'est tellement essentiel de pouvoir préserver chez l'enfant la possibilité de rebondir. Voilà, ça c'était un autre point que je voulais aborder. Est-ce qu'il y a des petites questions? Oui, alors bon, moi je t'ai laissé parler. Alors du coup, quand tu disais oui, c'est vrai que les Français sont, je suis d'accord, hein, on est des têtes de cons, quoi. Enfin, on voit plus ce qui va pas bien, voilà. Mais bon, moi j'ai rebondi parce que ça m'a profondément choquée. D'ailleurs, j'ai fait une saisine sur le site du CSA, tu vois, par rapport à l'émission de Castaner devant les gamins. Moi, je peux pas. Ça me rend hystérique. Je supporte pas qu'on puisse aller voir des gamins et leur parler comme ça, leur briser des rêves. Après, c'est ok, c'est une émission de télé, mais tu vois, pour moi, un gamin, ça se protège. C'est, tu vois, je peux pas. Donc, j'invite tout le monde ici à aller sur le site du CSA et à dire que ça, c'est juste pas, enfin, voilà. Parce que moi, tu vois, ça me choque. Et quand je vois aussi, alors souvent, quand je vais je sais pas, dans la rue ou quoi, et que je vois des gens, comment ils parlent à leurs gamins. Mais, tu sais, alors j'ai envie d'aller voir la personne, mais je le fais pas parce que bon, voilà, mais j'ai mal pour l'enfant, mais j'ai mal. Je me dis, attends, si moi j'ai mal, le gamin, il doit avoir mal encore plus, tu vois. Après, je dis pas que je suis exemplaire, hein, loin s'en faut, mais je vois quand mes gamins, si je leur dis fais ci et que je leur explique pas, mais tu sais, quand t'expliques, en fait, ils sont d'une intelligence vive. Ouais, ils comprennent et du coup, mais ça marche, ça roule tout seul, quoi, en fait. Absolument. Donc voilà. Après, il y avait une question de Patouchka. Est-ce que ton école est publique ou privée? Privée, c'est une école privée. Alors par contre, je réponds à la question, la question que l'on peut deviner derrière. Pour moi, école publique ou école privée, je fais pas la différence. Alors certes, oui, c'est un coût. Bon, c'est pas un coût qui est excessif, mais parfois j'ai des parents qui viennent inscrire leurs enfants. Et puis, je sens la gêne de, oui, mais en fait, on vient d'une école publique. Je dis, alors, je dis, ouais, le souci, je veux dire, il s'agit de nos enfants aussi. Je veux dire, tout le monde a le droit d'évoluer soit dans une école publique ou privée. Vous avez parfois des collèges publics qui sont extraordinaires, d'autres collèges privés qui ne le sont pas, ou inversement.
donc moi, je suis très ouvert pour accueillir des élèves qui viennent du public, de partout, de partout. Une autre chose aussi, tout aussi importante, vous avez certains établissements qui se réservent le droit d'accueillir certains élèves, mais pas d'autres. Alors, soyons clairs, on va parler du brevet des collèges. Ah ben oui, si j'inscris cet élève, là, je ne sais pas s'il risque de faire chuter le pourcentage de réussite. Moi, il m'est arrivé souvent. On accueille tout le monde. Comme je le dis ici, on accueille tout le monde. En revanche, bon, on ne garde pas les élèves qui perturbent, dérangent ou intimident, c'est-à-dire qui ne sont pas en mesure de respecter le règlement. Mais lorsqu'il y a un vrai partenariat avec les parents, ça se passe super bien. Et d'une façon générale, ça se passe très, très bien. Mais on accueille tout le monde. J'ai en mémoire le fait d'avoir inscrit 2 élèves qui se sont ramassés au brevet, mais ils sont venus en 3e parce que personne ne voulait d'eux. Pourtant, mes 2 enfants charmants. Mais seulement, oui, certains établissements, en fait, faisaient la fine bouche parce que, bon, on voyait très bien avec les résultats en 4e, mais ils avaient un projet. Eux, c'était le CAP mécanique après la 3e. C'était vraiment ce qui leur tenait à cœur. Donc, peut-on fermer la porte à 2 enfants qui ont déjà un avenir en tête et qui doivent impérativement terminer leur scolarité, c'est-à-dire aller jusqu'à la 3e pour pouvoir s'inscrire en CAP? Donc, la réponse était tout de suite, je les accueille à grands ouverts, bien sûr, bien sûr. Tout le monde a la possibilité de rebondir et de s'épanouir dans une voie qui lui correspond. Et c'est pas toujours le cas. Après, je voulais aussi dire qu'il y a une autre forme de violence quelque part par rapport aux enfants. Ouais. C'est les parents. Alors, je pense que c'est surtout les parents qui ont bien réussi. C'est hyper stéréotypé ce terme, et qui ont fait des études poussées, on va dire, et qui ont un bon poste, qui veulent absolument que l'enfant limite fasse mieux qu'eux. Et c'est hyper violent en fait, parce qu'ils ne sont pas à l'écoute de l'enfant. C'est tu feras ça, tu feras Polytechnique, tu feras ceci, tu feras cela. Et finalement, l'enfant, il est poussé. Il est fouetté. Hein, c'est comme s'il y avait, tu vois, un peu voilà. Il n'y a aucune bienveillance, aucune écoute. L'enfant, finalement, c'est qu'un jouet quelque part. Enfin, je vais fort, hein, mais c'est un peu ça, tu vois. Je pense franchement que la difficulté, c'est de se mettre au même niveau, au niveau de l'enfant, en fait. L'enfant a son chemin. Alors, c'est le chemin. L'enfant a son chemin de vie à accomplir. Nous, on lui a donné un corps, mais lui, il a son chemin, quoi. Enfin, tu vois. Et ça, je pense que c'est le grand truc assez compliqué quelque part. Je vais donner l'exemple d'une personne en Isère qui était brillant à l'école. Donc, brillant à l'école. Enfin, ça ne veut rien dire brillant à l'école. Ensuite, je rebondis sur cette histoire. Juste un point important. On a des enfants qui ont des mauvaises notes dans toutes les matières qu'on enseigne à l'école. C'est une réalité. Parce qu'on a dit tout à l'heure, un bon élève, c'est quelqu'un qui va donner le meilleur de lui-même. Ben oui, mais il y en a certains qui se ramassent dans toutes les matières. Donc, c'est quoi? C'est des ratés? Non, pas du tout. Le grand drame, aujourd'hui à l'école, c'est que toutes les matières de la vie ne sont pas enseignées. C'est vous avez des gens qui, dans d'autres matières, des élèves dans d'autres matières, qu'on n'enseigne pas, ils sont les meilleurs. Ils sont extraordinaires. Et ça, en fait, on s'en rend compte lorsqu'on a des sorties scolaires où on a des élèves qui sont invités soit à jouer de la guitare ou, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Et on ne le reconnaît pas. On ne les reconnaît pas. Moi-même, j'étais surpris. Un jour, j'étais en sortie de ski avec des élèves qui étaient en première S. Je débutais, j'étais tout près de Toulon. Et j'étais bienveillant, mais par contre, dans ma petite tête, je savais très bien faire la différence. Je pensais faire la différence entre ceux qui allaient réussir et ceux qui avaient un avenir qui n'était pas très reluisant. Et je me souviens d'un certain élève qui s'appelait Mathieu. Bon, lui, il n'ira pas très loin. Mais par contre, j'étais super bienveillant. Non, c'est pas grave. En même temps, une pauvre amie, je sais pas ce qu'on fera de toi. Et puis, on part pendant une semaine faire du ski. C'est génial. Bon, super, ça se passe bien. On revient. Et puis, il fait nuit, on est au mois de février, tout près de Toulon. Et là, je me rends compte que, 1, ma voiture ne démarre pas. 2, que j'ai un pneu crevé. Bon. Et cet élève en question vient me voir, il me fait « Vous avez un souci ?» Je dis « Oui, j'ai un pneu crevé parce que la plupart des gens sont partis, puis il me voit seul. Et la voiture ne démarre pas. Ouvrez le capot. » Et en fait, il fait 2-3 manips. « Allez-y, essayez. » Et la voiture démarre. Génial. « Ah, ben super, merci. » Je dis « Oui, mais il reste le pneu. » Et en fait, j'ai honte de lui dire que moi, à l'âge que j'ai, je suis incapable de changer la roue. Et là, ce qui va se passer, c'est extraordinaire, en fait. C'est que il va devenir prof et moi, je vais devenir élève. Et en l'espace de 10 minutes, tout est fait. Non, comme ça, monsieur Lalo, regardez, non, comme ça. Et puis, hop, non, voilà, comme ça. La roue est réparée, la roue est changée. Je l'ai remercié vivement. Et par contre, dans la voiture, je me suis promis de ne plus jamais porter un jugement sur un enfant.
Parce qu'en fait, tout le monde réussit. On a tous des aptitudes dans certains domaines, mais parfois, on ne les voit pas. On ne le voit pas à l'école, mais tout le monde a la capacité de rebondir. Et on a tous, quels que soient nos résultats à l'école, ça, gardez bien ça en tête, chers parents, tous nos élèves ont un avenir devant eux. Il faudra peut-être plus de temps que d'autres. Il y aura peut-être un peu plus de difficultés, mais ça ne veut rien dire. Le plus important, c'est de toujours le garder connecté, de garder votre enfant connecté à ce qui l'anime vraiment. Et ça, c'est essentiel. Alors, revenons sur ce bonhomme qui avait de très bonnes notes. Donc, on s'est dit, s'il a de très bonnes notes, ça va très bien se passer. Ben oui, effectivement, il s'est retrouvé responsable d'un centre administratif important. C'est lui qui gérait ce poste, et très apprécié par tout le monde parce que très compétent. Parce qu'en fait, il savait faire ce boulot. Mais une partie de lui-même, en fait, qu'il savait très bien, une partie de lui-même qu'il a rejetée longuement, qu'il n'était pas à sa place. Mais par contre, par rapport au salaire qu'il avait, par rapport à la situation prestigieuse aux yeux des autres, non, il faut continuer, soyons raisonnables. 45 ans, à l'âge de 45 ans, il réunit les membres de son équipe et il leur dit, voilà, j'ai une nouvelle à vous annoncer, je vais démissionner dans 1 an ou 2. Hein, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'il y a? Dans la tête de certains, c'était, il a gagné l'auto, donc il se barre. Non. En fait, j'ai une passion, c'est la plomberie. Mais tu vas faire quoi? J'ai pas compris. Et là, lorsqu'ils entendent les 3 lettres, je vais faire un CAP de plomberie. Un CAP? Sous-entendu, maintenant, tu vas t'abaisser à ça. Et là, il y en a plusieurs qui lui disent, il faut que tu sois raisonnable. Et il a dit, mais le problème, c'est que ça fait plus de 20 ans que je suis raisonnable. Et maintenant, j'ai envie de me faire plaisir. Et en fait, il a gardé les 2 activités en parallèle. Il a fait sa formation en CAP plomberie. Et aujourd'hui, en fait, il gagne un peu plus d'argent, mais le plus important, c'est qu'il est vraiment heureux, épanoui dans ce qu'il fait. Et pour lui, c'est le plus beau cadeau de sa vie. Et donc, une nouvelle fois, réussir à l'école, ça ne veut pas dire entreprendre de longues études. Parfois, c'est le cas, bien sûr, mais pas forcément. Ça ne veut strictement rien dire. Là, j'ai une classe de 3e prépa professionnelle qui est destinée à des élèves qui ont un peu plus de mal, donc qui utilisent ces classes de 3e pour rebondir vers un bac pro ou un CAP. Et je vais leur présenter, fait pas mal de témoignages, leur présenter un élève qui était dans notre établissement, 6e, 5e, 4e, ça se passait pas très bien, 3e prépa professionnelle parce que c'était un enfant qui était en difficulté et qui a rebondi sur un CAP vente. Très bien. Parce qu'il était vraiment dans une filière qui lui correspondait. Puis après ce CAP vente, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué et il a fait un bac pro vente pour ensuite évoluer vers un BTS dans le même domaine. Et aujourd'hui, il se retrouve responsable d'une équipe dans le domaine de la vente. Il est heureux, il est épanoui. Et pourtant, le discours qu'on tenait par rapport à lui, c'était « je ne sais pas s'il va y arriver ». On y arrive toujours, même s'il faut un peu plus de temps que les autres. C'est pas grave. C'est tellement important. Moi, dans le métier que j'exerce, je crois que la partie qui me passionne le plus, c'est de voir des élèves qui rentrent dans mon bureau, par exemple pour les inscriptions en 3e prépa pro, avec la tête un peu baissée, parce qu'ils savent très bien que les inscriptions, en fait, sont en lien avec les bulletins trimestriels que je vais découvrir. Et là, ils se disent, qu'est-ce que je vais ramasser? Qu'est-ce que je vais prendre? Et une fois installé, je dis, écoute-moi bien, les notes, je ne vais pas les regarder. Moi, je vais voir, je veux savoir pourquoi tu es là, ce que tu as envie de faire de ta vie. Par contre, n'oublie pas que ce n'est pas parce que l'on a du verbe avoir des mauvaises notes que l'on est du verbe être une mauvaise personne. Donc, tu n'es pas nul. OK? Donc, ce qui va être important, c'est de voir tes appréciations. Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont envie de donner le meilleur, vraiment de s'investir pleinement? Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont un comportement, justement, qui est digne d'un citoyen responsable? Mais on va avancer, on va y arriver. Et on y arrive toujours. Et on connaît plein de gens comme ça. En fait, parfois, on ne se rend pas compte de la portée de nos mots. On ne se rend pas compte de la portée de nos mots. Il y a des témoignages sur YouTube. J'ai retrouvé un chef d'établissement il raconte, il est encore en larmes. Parce qu'en fait, à l'école, alors attention, c'est pas toujours le cas à l'école. En fait, on avait traité de bon à rien, quoi. Puis les camarades aussi derrière qui en rajoutent. Et il se souvient de ce prof qui est allé le voir à la fin d'un cours en disant il y en a peut-être certains qui disent que tu es nul, mais moi je sais que tu n'es pas un nul et je sais que tu obtiendras ce que tu veux dans la vie. Et puis là, la phrase clé, parce que je crois en toi.
Et ça avait tout changé. Et ça avait tout changé. Parce que je crois en toi. Même s'il vaut du temps, on s'en fout. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et il suffit parfois de pas grand-chose pour changer le destin d'une personne. Je dis bien pour changer le destin d'une personne. Mais voilà, il ne faut pas grand-chose non plus pour faire beaucoup de mal. Mais une nouvelle fois, quel que soit notre âge, parce que certains vont dire, ouais, mais tu ne connais pas ma vie, moi je suis adulte et puis j'ai 42 ans et voilà ce que j'ai fait de ma vie. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met en place pour avancer et pour faire autre chose? Parce que tout est possible dans la vie. Et je le crois vraiment, tout est possible dans la vie. Je raconte souvent en classe, parce que c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer, c'est Martin Gray. Au nom de tous les miens, qui raconte en fait l'histoire d'un adolescent qui est arrivé dans un camp de concentration alors qu'il avait 13 ans. Il a vu ses deux petits frères et sa mère partir vers les chambres à gaz. Et lui n'avait qu'un rêve, c'était de s'échapper. Tout le monde lui a dit, c'est mort, tu ne pourras pas, ici tout le monde meurt. Et il a vécu les pires tragédies dans ce camp de la mort. Et puis, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a fait ce que tout le monde pensait impensable. Il a réussi à s'échapper des camps de la mort. Il a retrouvé son père vivant dans le ghetto de Varsovie. Il a vu son père mourir devant lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rebondi. Il a rebondi pour ensuite, son père est mort, donc il a été exécuté par les Allemands. Il a rejoint l'armée russe. Il s'est battu pendant 3 ans. Il est arrivé vivant à 18 ans à Berlin. Et il a tout reconstruit. En 70, il avait une femme et 4 enfants. Sa femme et ses 4 enfants sont morts dans un incendie. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout reconstruit. Je dis bien tout reconstruit avec une femme et 5 enfants. Et lorsque j'ai vu moi, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais ce type, il a vraiment quelque chose de différent des autres. Je veux dire, mais jamais j'aurais pu faire une chose pareille. Et une fois, au téléphone avec Martin Gray, je lui dis, ouais, mais monsieur Gray, alors je ne sais plus par rapport à quoi je dis, vous êtes monsieur Gray, moi je suis monsieur Lalo, je suis pas grand-chose par rapport à vous. Et là, il s'est mis en pétard, il a dit, monsieur Lalo, vous n'avez rien compris. Je suis bon. Il a dit, parce que si j'ai écrit ce livre, c'est pour montrer que ce que j'ai fait, n'importe qui peut le faire. Alors que nous, pour pas grand-chose aujourd'hui, on se met en rogne et puis on laisse surtout tomber. Et pourtant, tout est possible. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et aussi, tu sais, Caroline, souvent, que l'on soit adulte ou adolescent, par rapport à des épreuves qu'on a dû endurer, on a tendance à regarder dans les rétros en se disant, ouais, de toute façon, si j'en suis là, t'as vu, c'est parce que mon père, il m'a fait ça, puis ma mère, il m'a fait ça, et puis les professeurs, et puis ceci, et puis cela. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire chez cet homme, c'est que lorsqu'il était dans sa propriété avec ses 5 enfants, il était avec son petit bonhomme de 3 ans sur le petit tracteur tondeuse et gazon, et il s'amusait comme un enfant, il s'amusait. Et à aucun moment, il a porté un regard, je veux dire, comment dirais-je, aigri sur la vie en disant, voyez les gars, voilà ce que j'ai dû endurer. C'est un mec qui était plein de joie. Et c'est tellement important d'être en joie. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de projets, lorsque les enfants me parlent de projets, de choses qu'ils ont envie de faire, je dis, attends, par rapport à ce que tu veux faire, j'ai une question à te poser. Ton envie sur 10, tu vas la noter. Elle est à 6, 7, 8, 9, 6, 5, c'est moyen, 7, ouais, ok, correct, 8, pas mal, 9, oui, beaucoup, 10. Pourquoi? Parce que souvent, lorsqu'ils répondent 9 ou 10, on les sent en joie. On les sent enthousiastes. Et tant qu'on a cette joie, cet enthousiasme qui est en nous, parce qu'on a encore cette capacité à rêver, c'est qu'on est sur le bon chemin. On est aligné par rapport à qui nous sommes vraiment. Et tant qu'on maintient cette envie qui est là, je trouve ça extraordinaire. Hein. Parce que je lisais, c'est un commentaire d'un coach dernièrement, qui disait, voilà, vous avez des projets qui vous tiennent à cœur. Si vous êtes stressé, si vous êtes à l'idée de savoir si vous allez réussir ou pas, c'est que vous n'êtes peut-être pas sur quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que lorsqu'on est vraiment sur des choses qui nous passionnent, ben on a cet enthousiasme, on a cette envie de rebondir. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas facile. Dernièrement, j'étais avec des élèves en terminale, on discutait de l'épreuve c'était l'année dernière, qui s'apprêtait à passer. Et je dis, vous savez, c'est pas toujours facile, hein, même par rapport à des choses qui nous passionnent. Je dis, moi, mon rêve, c'était d'être prof d'anglais. Est-ce que vous croyez que tous les jours, lorsque j'ai fait mes études, ben, ça se passait très bien, j'ai eu des super notes, j'ai réussi du premier coup. À plusieurs reprises, je me suis retrouvé en train de préparer des partiels, des examens qui étaient super difficiles parce qu'il y avait des tonnes de choses à apprendre. D'ailleurs, la plupart des choses qu'on apprend, on les enseigne pas, mais c'est pas grave, il faut passer par là. Et j'ai eu des moments de découragement où j'avais envie d'envoyer tout balader. Et vous allez dire, ben non, parce que c'est un rêve. Je dis, mais
parce qu'on est tous humains. Il arrive à un moment donné où on a envie d'abandonner, de laisser tomber. Et vous, en tant qu'élève, vous qui êtes scolarisé en terminale, il y a des moments où vous avez envie de tout bouler, j'en ai marre, de toute façon. Je dis, ça arrive à tout le monde. Mais par contre, j'ai un conseil à vous donner. Lorsque vous êtes dans cet état-là, fermez les yeux et projetez-vous, déjà posez-vous la question, pourquoi vous faites ça? Et projetez-vous dans 5 ans en train d'exercer la chose qui vous passionne vraiment. Et en faisant ça pendant 5 minutes, vous allez retrouver l'énergie en vous pour rebondir en disant, OK, c'est OK, j'ai retrouvé l'énergie qui était en moi, j'ai vraiment envie d'avancer parce que je sais pourquoi je le fais. Parce que, quels que soient les objectifs qui nous tiennent à cœur, on a tous, à un moment donné, beaucoup de difficultés pour y arriver. Ça arrive à tout le monde. Mais c'est le prix à payer. C'est-à-dire de se dire, OK, j'y arriverai. Et de garder en tête, avec une clarté exemplaire, garder en tête ce qui nous anime vraiment, ce qui nous passionne vraiment et pourquoi on le fait. Pourquoi on le fait. Et tant qu'on est dans cet état d'esprit-là, tout ira bien. On va se prendre des gamelles. Ça fait partie de la vie. Heureusement qu'on se prend des gamelles, parce qu'autrement, on n'aurait pas la possibilité de pouvoir rebondir. C'est comme ce bonhomme qui avait un rêve. Thomas Edison, il voulait inventer l'ampoule. Des maisons dans l'obscurité le soir, ben non, il restait les bougies. Mais lui, il voulait inventer l'ampoule. Tout le monde l'a pris pour un cinglé. Mais vraiment un cinglé. Mais c'est quoi ce truc? Oui, mais non, mais je vais trouver un moyen pour pouvoir. C'est quoi ce truc et tout, etc. Parce que c'est vrai que dès on devient différent des autres, forcément, ben on vous juge, on vous critique, on va dire, mais c'est quoi ce projet à la noix, ça ne marchera jamais. Et puis en fait, il a fait 5 expériences, ça n'a pas marché. Et là, c'était 10, 15, 20, 30, 50. Non, mais c'est un cinglé, laisse tomber. 143e expérience, ampoule, inventé. Le bonhomme devient célèbre. 2 ans plus tard, on lui pose cette question. Mais comment vous avez pu faire pour essuyer 142 échecs, comment vous avez gardé cette capacité à rebondir? Franchement, on vous admire. Et puis il dit, mais j'ai jamais échoué. Comment ça va? Si. Ben non. J'ai vécu 142 expériences extrêmement positives qui m'ont aidé à trouver la 143e. Dans la vie, l'échec n'existe pas, tout est expérience. Et tout ce qu'on expérimente, en fait, nous permet d'avancer. Et souvent, je rebondis là-dessus, lorsqu'on est parent, lorsque votre enfant nous parle de projet, on se dit non, tu ne peux pas faire ça, ça va être trop dur. Et puis, en fait, on a peur qu'il se ramasse. C'est comme lorsqu'ils apprennent à marcher, en fait, on aimerait qu'ils marchent tout de suite. Voilà, il ne faut surtout pas qu'il se casse la figure. S'il se fait mal, ça va nous faire mal. Ben, oui, mais il va tout le monde se casser la figure. Et laissons-les parfois se casser la figure pour pouvoir vivre et comprendre par eux-mêmes qu'il y a peut-être d'autres solutions, sans porter de jugement en disant « Eh, t'as vu, hein, je t'avais dit. » Non, pas ça. Dire « Ok, tu penses que c'est vraiment… » Alors, lui poser les bonnes questions pour savoir si c'est un objectif qui lui tient vraiment à cœur, les questions pertinentes, en quoi ça peut être intéressant pour toi de faire ça, d'accord, et qu'est-ce que ça va t'amener, qu'est-ce que ça va t'apporter. Bon, ben génial. Là aussi, une nouvelle fois, intérêt par rapport à ce qui anime la personne qui est face à vous. Et puis, une fois, en fait, qu'on lui a posé ces questions, ben ok, génial. On va y aller, on va avancer. Mais d'être là pour dire, voilà, sache que si ça ne marche pas, on sera là. C'est ça aussi être parent. C'est de respecter le rêve d'un enfant. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours facile lorsque vous avez un enfant qui dit, je veux être chanteur, je veux être célèbre, je vais lâcher toutes les études. Après, c'est essayer de trouver, non pas un compromis, mais de voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut faire en études en parallèle pour pouvoir exercer 2 métiers en même temps, sachant que ce sont des métiers précaires. Mais ne jamais rejeter en disant non, de toute façon, ça, hein, c'est réservé à des gens de toute façon qui se retrouvent ensuite sous un pont en train de chanter pour faire la quête. Non, accueillir, dire mais c'est génial et on va t'aider pour que tu puisses peut-être en parallèle des études, je veux dire en parallèle avec les études, c'est de peut-être sortir un album, j'en sais rien, mais en tout cas ne jamais sortir. Non, c'est nul, c'est quoi ce truc-là, c'est la personne qui réussit dans ce métier. Non, accueillir, respecter, encourager et trouver des solutions pour avancer. Ouais. C'est pas touché, elle dit en fait les parents on est morts de trucs pour nos gosses, mais c'est clair. Et après dans ce que tu as dit, j'ai 2 choses sur lesquelles enfin déjà ouais, non, plusieurs choses. Déjà, je pense que c'est très important de se mettre au service de son enfant. Ouais. Même si bon les miens par exemple, ils me donnent pas encore de raison d'avoir peur, sauf quand il me dit qu'il veut être commissaire de gendarmerie, je lui dis c'est un beau métier, mais il y a d'autres aussi pour le faire, tu vois. Il y a t'es pas tout seul sur terre, hein, tu peux laisser la place, quoi, tu vois. Parce que, mais voilà, moi, mais après, tu vois, je me dis, mais c'est son chemin, mais putain, s'il fait vraiment ça, je sais que j'emmènerai pas large, quoi.
Ouais. Après, je pense aussi que si tu veux, quand tu n'es pas quelque part adapté pour l'école ou pour un travail, et que du coup, tu es plus dans un cheminement où tu apprends par toi-même ou un peu en dehors du système, après, c'est très compliqué pour si tu as envie de revenir. Tu vois, je vois bien quand tu deviens entrepreneur que tu quittes tout ça, après tu peux plus revenir. C'est comme si c'était fermé. Ça matche plus, tu vois. Il y a un truc, il y a un pont qui est cassé quelque part. Et dans les entreprises, tu vois, voilà, le jour j'ai discuté avec ma sœur, je lui dis mais tu vois, j'ai développé plein de compétences depuis que je suis entrepreneur et tout. Si un jour il y a un poste qui me plaît avec un patron super cool et qui serait capable de me supporter aussi, je suis sûre qu'il ne me prendrait pas. Parce que je n'ai pas les diplômes. Parce que, tu vois, donc quelque part, je pense qu'il y a aussi un nouveau monde peut-être à créer beaucoup plus global qui serait basé sur la valeur. Bon, après, je rêve beaucoup, ok, mais qui serait basé sur les compétences et pas sur les diplômes. Et tu sais, c'est pareil, quand j'ai terminé mes études, je voulais être absolument contrôleuse de gestion. Et on me disait, t'es trop jeune, t'es une femme, et puis t'es en âge d'avoir des enfants surtout. T'as pas tel diplôme de machin, enfin, tu vois. Et finalement, j'ai fini par l'être. Et après, je suis partie. Mais, mais tu vois, il y a beaucoup tout le temps de portes et tout fermées parce que la globalité du système ne s'adresse pas finalement au faire ensemble. Il est basé que sur des compétences. Et du coup, moi, je vois par rapport à mes gamins et tout, je t'avoue que bon, l'école, ça me semble important, ça se passe bien, mais en même temps, je me dis, c'est pas l'essentiel. Et du coup, c'est pas l'essentiel pour moi. Il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes. Et en même temps, ils en ont besoin aussi. Mais tu vois, j'ai un peu le cul entre deux chaises. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens pareils. On sait plus en fait. Ouais, t'as pas une bonne note. Enfin, on est paumé quoi. Tu vois, quelque Oui, part. et puis si tu prends des cours particuliers, tu auras une meilleure moyenne, et puis comme ça, tu pourras passer en classe supérieure et tout se passera bien. Parfois, c'est du leurre, hein. C'est vendre du. Oui. Moi, j'aimerais rebondir par rapport à ce que tu dis. Un exemple très concret, hein. Je veux dire, allez, en 25 ans d'expérience en tant que professeur d'anglais, j'ai vu des professeurs se ramasser au concours. Donc, ils restaient donc suppléants, mais qui étaient des profs extraordinaires. Extraordinaires. D'autres, inversement, qui avaient réussi les concours et qui n'étaient pas faits pour ce métier. Et sans porter de jugement, qui n'étaient pas faits pour ce métier. Aujourd'hui, je pense on arrive dans un nouveau monde où, en fait, de plus en plus, et c'est ce qu'on enseigne ici, par exemple, en troisième prépa professionnelle, j'ai dit, vous allez arriver dans un monde où vous devrez, d'une façon ou d'une autre, vous vendre. Et de plus en plus, on ne va pas regarder vos diplômes. Alors, vos diplômes sont peut-être importants, mais ce que vous êtes, ce que vous dégagez, ce qui émane de vous. Et ça s'appelle l'école de la vie. Parfois, très simple, hein, pour rebondir sur ce que tu dis, on a des enfants, des adolescents, des adultes, des jeunes adultes qui font de très longues études, et lorsqu'ils arrivent sur le milieu du travail, ils sont paumés, ils sont complètement paumés. Ils n'ont pas cette expérience de la vie. Ce qu'on devrait imposer aujourd'hui, je pense, c'est d'offrir la possibilité à 16 ans, 17 ans, 18 ans, à chaque adolescent de partir 6 mois à l'étranger. 6 mois en Angleterre ou en Espagne, en étant logé, en ayant un boulot, pour pouvoir justement vivre autre chose et apprendre la vie. Et c'est par rapport à ces expériences justement qu'on se construit. Et on a beaucoup de jeunes en fait qui arrivent, qui sont démunis. Pourquoi? Parce qu'ils ont été trop protégés par la famille, parce qu'on a peur pour eux. Moi, je te donne un exemple concret. Hein. J'ai fait des études d'anglais, j'ai fait une maîtrise d'anglais. Alors déjà, bon, j'ai passé un an en Écosse, mais 10 mois en Écosse, mais en 10 mois, j'ai appris 1000 fois plus de choses qu'à la fac pendant 4 ans. Mais surtout, j'ai appris l'école de la vie parce que je devais me débrouiller, je devais me démerder tout seul parce que papa et maman étaient à 2000 km, j'étais à Dundee en Écosse, mes parents étaient à Avignon. Waouh, il faut le faire. Enfin, il faut le faire. Tout le monde le fait, bien sûr, mais j'avais 23 ans. Hein. 23 ans. Mais ça m'a vraiment permis de grandir dans ma tête. Pourquoi? Ça m'a permis de m'ouvrir l'esprit sur plein d'autres choses. Et pour revenir à ce que tu disais, je pense que de plus en plus, on va rechercher des personnes et non pas forcément des qualifications. Certes, il y a des qualifications qui sont indispensables pour exercer certains métiers, mais de plus en plus, en fait, on se rend compte que le milieu de l'entreprise, il suffit de regarder la télé, sans être pessimiste, attention. Non. Alors, pour celles et ceux qui regardent la télé, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que il y a beaucoup d'entreprises qui ferment, qu'il y a des licenciements, voilà, on a un discours qui peut être pessimiste par rapport à la vie. Mais
je rencontre aussi beaucoup de personnes qui disent aujourd'hui que le licenciement, c'était le plus grand bonheur pour eux, quelque part le plus beau cadeau, même si au départ, c'était la plus grande gifle, parce qu'ils se sont rendus compte que, ben, en fait, ils avaient peut-être une possibilité de se servir de tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient pu entreprendre en tant que salariés pour pouvoir construire leur propre entreprise et apporter leur propre service à leur façon. Je dis bien à leur façon. Je reviens sur le métier de prof d'anglais, j'ai n'importe quoi, je parle là-dessus. Ouais, mais prof d'anglais, il faut que tu aies le CAPES, et puis il faut absolument que tu... Rien nous empêche d'être professeur en étant infopreneur, ou pardon, non pas infopreneur, mais en enseignant par exemple l'anglais sur Skype, en construisant sa propre entreprise, je veux dire, avec notre propre façon d'enseigner. Tant qu'on a les capacités pour parler anglais, tout est là. Moi, je connais plein de professeurs qui étaient suppléants, qui n'avaient pas tout à fait les capacités, enfin, les diplômes requis, mais qui pouvaient être suppléants, qui étaient extraordinaires, qui donnaient envie d'apprendre, qui savaient suffisamment bien parler anglais pour pouvoir l'enseigner, mais avec des gens qui ont pu évoluer dans cette matière. Et pourtant, c'était pas des gens qui étaient très, très diplômés. Il faut faire très attention à ça. Souvent, on estime, on évalue les capacités des enfants, des élèves, des adolescents, des jeunes adultes en fonction des études. Ça veut strictement rien dire. À l'école, on est là pour l'école. Premier rôle de l'école, en fait, c'est de donner un savoir pour permettre à l'enfant de le restituer. Et s'il restitue ce savoir de la meilleure des façons, surtout de la façon dont l'enseignant l'entend, parce que bon, les enseignants ont tous parfois aussi des pédagogies différentes, ben, tout va très bien. Mais il n'y a pas que ça, je veux dire, il y a aussi l'école de la vie. Comment développer le goût de l'audace, comment il y a tellement de choses qui sont importantes, c'est-à-dire que l'école se limite trop souvent, mais là je jette la pierre contre personne, hein, au savoir-faire, mais il y a le savoir-être, voilà, il y a le savoir-être qui est essentiel, et ça fait partie de toutes ces choses. Qui n'est pas encore assez présent à l'école. Et ça, pour moi, c'est le rôle des parents, quoi, vraiment. Bon. Tout à fait, tout à fait. Absolument, entièrement d'accord avec toi. Il faut déjà que les parents ils soient dans l'être. Oui, sinon, absolument. Et quand on est dans l'être, c'est génial, quoi. Enfin, c'est génial, c'est génial. C'est pas évident, c'est pas toujours évident, hein, parce que putain, ils sont intelligents, nos gamins et tout ça, mais c'est un voyage vraiment, quoi. C'est et ils sont bluffants, mais ils sont incroyables. Incroyable. Absolument. Moi, ils me font halluciner. Hein. Je dis ça tout à l'heure, j'ai eu une conversation avec mon fils, mais la connaissance qui. Mais. Putain, t'as 13 ans, mais t'es né. Enfin voilà, je pense qu'il faut vraiment leur faire confiance. Après, si tu veux. Oui, enfin, quand tu es entrepreneur, alors ça t'oblige à créer ton entreprise, c'est quand même lourd. Moi, il y a eu des fois, j'en ai juste marre, machin, je suis fatiguée, j'ai envie de rejoindre une entreprise qui existe déjà quelque part, tu vois, pour penser à moins de trucs et me laisser bercer, mais c'est pas possible. Alors je me dis, bon, c'est sûrement pas mon chemin, mais ça matche pas, en fait. Parce que, mais de toute façon, c'est un gros changement. Et puis aussi, oui, comme disait Patouchka, les employeurs savent très bien qu'ils vont pas pouvoir encadrer quelqu'un de trop libre. C'est pas possible. Ça va pas matcher. Il y a encore besoin de ce contrôle. C'est sûr qu'on est dans une société hyper contrôlante qui n'est pas au service encore de l'être. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire par rapport à ça. Ça se construit. Par l'école aussi. Et je vois que Patouchka qui dit que ça devrait être obligatoire. Donc ici, j'ai pas mal d'amis qui sont enseignants et qui créent pour les autres enseignants aussi, quoi, tu vois, dans l'être, justement. Ça, c'est génial, quoi. Mais c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu hors système, quelque part. C'est pas forcément légalisé. Enfin, on va dire j'ai l'impression qu'ils sont un peu obligés dans le public, en tout cas, de faire du grand écart. Parce que sinon, limite, on pourrait leur interdire. J'ai l'impression que quelque part, l'éducation nationale auraient peut-être peur de tout ça. Enfin, ils ont peur de l'éveil des consciences. De toute façon, ils veulent pas qu'on se réveille. Ça me paraît juste, voilà. Qu'il faut. C'est la rebelle qui se réveille, là, Caroline. Ça y est, je te sens là. Non, mais c'est un constat. Oui. Tu sais, ils viennent encore de passer une nouvelle loi apparemment dans l'éducation où tu n'as pas le droit de critiquer l'éducation nationale si tu es enseignant. Ok. Une nouvelle loi apparemment qui est sortie, je sais pas, la semaine dernière, un truc comme ça. Si tu es enseignant, tu n'as pas le droit de critiquer l'éducation nationale.
Enfin, il y a un truc comme ça. Donc oui, il y a plein de trucs qui, voilà, mais en même temps, il faut que ça aille jusqu'au bout pour ensuite rentrer dans le mur et créer quelque chose de nouveau. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois. Donc le nouveau, il se crée aussi dès maintenant. C'est pas on attend que tout se pète et après on verra. C'est maintenant. Et comment on crée ce nouveau, en fait. Et je pense que c'est pour le moment encore par des chemins alternatifs, par exemple le privé ou l'entrepreneuriat ou tout ça, mais il n'y a pas encore ce système global. Donc oui, moi j'ai carrément envie que tout pète et qu'enfin on puisse accéder à quelque chose de waouh, quoi. Bah, carrément. On y arrive tout doucement. Parce qu'on étouffe dans ce monde. Quand tu as cette ouverture-là, c'est hyper étouffant. Et je comprends aussi qu'il y ait des jeunes. Je pense à un moment, j'ai encadré des jeunes en travaux d'intérêt généraux. Donc, que des mecs qui avaient fait des conneries, quoi. Mais des jeunes, hein. Et je discutais avec eux. Mais les pépites, ces gens-là, mais je te jure, ils étaient d'une beauté à l'intérieur d'eux, sauf que personne ne voulait entendre l'or qu'ils avaient. Mais ils étaient tellement humains, puis ils se disaient, mais je suis dans un monde de fous. Et la seule façon qu'ils avaient pour se faire entendre ou se faire un minimum considérer, c'était de faire des conneries. Mais qu'est-ce que tu peux leur reprocher quoi que ce soit? C'est bien normal, après tout, qu'ils fassent des conneries. Enfin, tu vois ce que je veux dire? À un moment, la violence aussi, ou les bêtises se comprennent. Mais pour ça, il faut être capable de comprendre et d'entendre aussi nos enfants pourquoi ils font des conneries. Punir un enfant qui fait une bêtise, à quoi oui, mais voilà, mais après, pourquoi il a fait une bêtise? Quel est le message Moi, ce que j'insère souvent en sixième, lorsque un enfant, je veux dire, a fait une bêtise, déjà, mais sans, je ne cautionne pas du tout le fait, bon, tout le monde peut faire des bêtises, ça c'est le premier discours, c'est dire, écoutez, par rapport à ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour l'aider à ne pas reproduire le même genre de bêtises. Et là, on rentre dans une sanction qui ne va pas humilier l'enfant concrètement. Et ça, c'est super important. Dernièrement, je veux dire, dans notre propre établissement, il y a des élèves qui s'étaient amusés donc à dessiner sur les tables parce qu'ils trouvaient ça rigolo. Donc, en accord avec les parents, parce qu'il faut accord avec les parents, donc ils ont passé une demi-journée avec le personnel d'entretien. Et puis les élèves ont découvert le personnel d'entretien ont découvert des élèves qui étaient en fait très très gentils, mais qui ont compris aussi le sens de la sanction. Et ça les a aidés à se construire, mais aussi à se mettre dans la peau de quelqu'un qui nettoie les tables tous les jours et qui balaye les salles à la fin de la journée. Et ça, c'est constructif. Tu penses, ça aide les enfants à se construire. Carrément. Ça, c'est génial. Hein. Ouais. Ça, je trouve ça, c'est des vraies sanctions et et c'est super. Mais d'ailleurs, ces jeunes-là, j'avais monté un point relais à Paris, enfin pour les gens tout est fermé en fait au mois d'août pour les gens qui n'ont rien. Donc avec un ami, on avait monté un point relais, on distribuait donc la nourriture, voilà. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'ils étaient venus ces jeunes, voilà. Et du coup, ils bossaient avec nous, quoi. Enfin, c'était franchement, ils travaillaient à la chaîne, hein, tu vois, mais avec une conscience aussi. Et du coup, ils étaient mis face à la pauvreté, face à la misère, face à tout ça. Mais en même temps, il y avait aussi cet accompagnement. Enfin, moi, de toute façon, je pouvais pas faire autrement que de parler avec eux. Et enfin, c'est qui je suis. Hein, je peux pas me renier. Bien sûr. Mais du coup, voilà. Et c'est ce que je fais aussi beaucoup aujourd'hui sur le terrain. Et c'est quelque chose qui m'anime très, très fort. Je pense qu'il y a un grand manque de compréhension, d'écoute, en fait, des gens. Et d'écouter, tu vois, les gens, c'est là où il y a les pépites, en fait. Et pour moi, ça passe par chacun de nous. Et ça, on peut le faire, mais tout le temps, partout. Enfin, en fonction du temps qu'on a aussi, tu vois. Mais voilà, pour moi, tout ça, c'est nous, à chaque instant, en fait. Super. Ça passe par nos enfants aussi, quoi, énormément. Exactement. Entièrement d'accord avec toi. Patouchka qui nous dit oui, mais il faudrait aussi que la majorité des parents soient éveillés et ce n'est pas encore gagné, même s'il y a une nette progression ces dernières années. Eh oui, mais c'est. Ça évolue petit à petit. On y arrive, mais c'est vrai qu'il faut du temps. Mais toi, tu as un rôle à jouer aussi, Eric, du coup, par rapport aux parents. Oui. Voilà. Et comment tu, au sein de ton école, hein, comment est-ce que toi, tu as, enfin, j'imagine que tu as, en sein même de ton école, en tant que directeur, hein, pas en tant que coach, en tant que directeur, comment est-ce que tu peux accompagner les parents quelque part pour les éveiller? Comment tu fais en fait, enfin, quand tu as des parents super fermés ou tu vois ou qui voilà.
Alors, j'ai envie de dire que les gens qui choisissent notre établissement sont des personnes qui sont déjà ouvertes dans la mesure où bon, je fais partie des chefs, je suis pas le seul, hein, des chefs d'établissement qui sont un peu anticonformistes. Donc, ils savent que la bienveillance, l'empathie, l'accompagnement, le suivi, mais la fermeté, avec le sourire, font partie des valeurs qu'on prône. Donc, j'ai envie de dire que le travail se fait tout seul et qu'on ne vient pas dans notre établissement par hasard. En fait, j'ai envie de dire que tout se fait. J'ai pas vraiment, très honnêtement. Alors, si j'en ai, bien sûr, des gens qui sont plus fermés que d'autres, mais avec beaucoup de diplomatie, ce sont des personnes qui avancent. Moi, j'ai fait le pari, donc je dois en reparler avec l'association des parents d'élèves. J'ai une conférence. Donc, toute faite, je suis parent, mais je me soigne, hein, que j'ai présenté la semaine dernière, donc à Mende, dans le cadre de l'orientation. Alors, c'est vrai que le spectacle, c'est bon, je fais un peu l'âne dedans. Je suis prof, mais je me soigne. Le one-man show, je suis prof, mais je me soigne. Ça peut choquer des parents à qui ont leurs enfants, enfin, choquer, parce que c'est vraiment en décalage avec un chef d'établissement qu'on retrouve sur scène en train de faire le pitre. Et par contre, la conférence, je suis parent, mais je me soigne, eh bien, on a fait un pari avec l'association des parents d'élèves, eh bien, normalement, je devrais la présenter au mois de mars, donc devant les parents d'établissement, devant tous les parents. Et je trouve ça génial parce que, en fait, c'est leur montrer, ils savent qui je suis. Mais lorsqu'on raconte des histoires du vécu, puis mon propre vécu aussi par rapport à la façon dont j'ai été aussi élevé, mon regard sur la vie et puis tout ce que j'ai envie de dire et que je n'ai pas le temps de dire en tant que parent, même s'il y a plein d'échanges qui se font dans mon bureau, je trouve ça extraordinaire. Parce que c'est aussi montrer aux autres, j'ai rien à montrer aux autres, mais en tout cas de montrer mon vrai visage. Pas facile, parce que certains vont peut-être dire, ouais, mais pour qui il se prend, ou alors c'est pas normal, ou c'est pas sérieux. Non, en fait, c'est tout à fait en phase avec ce que les parents ont besoin d'entendre pour accompagner leurs enfants vers la vraie réussite, quoi. Sachant qu'on a tous des difficultés à un moment donné. Mais faire part de son expérience, faire part de mon expérience, de mon regard sur la vie, de tout ce que tout ce que la vie a pu m'apprendre. Alors c'est vrai que j'ai fait aussi beaucoup de formations dans le domaine du développement personnel. Je me dis que si je le fais dans tous les autres établissements, j'étais à Perpignan pour le faire, je suis un peu partout en France, quoi. Je me dis, mais ce serait stupide de ne pas le faire chez moi. Et là, aujourd'hui, j'arrive au stade où je me dis, je vais le faire. Parce qu'en fait, lorsqu'on me pose la question pourquoi, je dis, c'est dans l'intérêt de tout le monde, quoi. C'est dans l'intérêt des parents, des enfants. Non pas parce que je suis le Messie, non pas parce que je détiens la réponse, non, pas du tout. Mais que ma contribution, mon regard sur la vie, mon regard sur l'éducation par rapport à mes expériences, ça peut être qu'un enrichissement pour les autres. Tout à fait. Et ça, voilà. Mais c'est le plus difficile, c'est de se produire dans sa propre demeure. Ah ouais. Mais là, dans le cadre de la conférence, ça me gêne pas du tout. Après, j'ai présenté Je suis prof, mais je me soigne. Là, c'était le moment le plus dur. Ça a été, en fait, il y en a eu deux. C'est une association qui m'a demandé de le faire. Donc, c'était l'opération Orange pour Sœur Emmanuel, à faire à Étoile-sur-Rhône. Puis j'ai accepté. Je me suis dit, Étoile-sur-Rhône, c'est à 25 km de Valence, je suis pépère. Sauf que dans la semaine qui a précédé le spectacle, j'ai des élèves qui me disent, monsieur, c'est vous qui faites Je suis prof, mais je me soigne à Étoile. Je dis, c'est quoi ce truc? Je dis, ouais. Ah ouais, et ça parle de quoi? Et tout. Je dis, pourquoi? Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que l'association était en lien avec la ligne Citéa de Valence, et que dans tous les bus de Valence, sur les écrans, il y avait Je suis prof et je me soigne tel jour à telle heure, Éric Lalo. Waouh! Et quand je me suis retrouvé dans les coulisses, c'est une personne de l'appel qui m'a appelé sur son portable qui m'a dit, Éric, il y a 200 personnes, il y a la moitié, c'est ton établissement. Je me suis dit, oh my God. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire? Non, tu vas être toi. Parce que s'ils ont choisi de venir, c'est parce qu'ils avaient un intérêt par rapport à ce que tu fais. Et en fait, ça s'est super bien passé. Et voilà, porter un masque et se cacher, je me dis non. Alors, dans le cadre de l'appel ici, non, mais oui, je suis parent, mais je me soigne. Non, tout à fait, c'est tout à fait en phase et ça répond à des demandes. Donc, je me sens tout à fait prêt à le faire. C'est le défi pour le mois de mars. Ouais, oser être soi. Yes. Mais un jour, tu vas venir à Bagnères aussi. Et alors, Bagnères de Bigorre, là. Nous, yes. On va faire le collectif, voilà. Et ouais. Mais alors, du coup, s'il y a des gens qui veulent venir te voir en spectacle, comment ils ont les infos?
Alors, les informations, c'est sur le site rireetsaaccomplir.fr qui va devenir, mais de toute façon, le lien vous serez redirigé, ericlalo.fr, tout simplement, dans 2 semaines, où il y a une partie actualité. Là, le 7 mars prochain, je serai à Pierre-Latte, donc c'est dans la Drôme, c'est pas très loin. Ah, c'est là où il y a Johan, Tal, Gwen, ouais, l'équipe des 4 mousquetaires. Ouais, le 15 mars, ce sera sur les monts Lyonnais. Le 6 avril, ce sera donc dans le cadre d'une journée sur le handicap, où j'interviens donc en fin de journée sur justement notre rôle en tant que parent. Et là, il y a d'autres dates qui mettront. Voilà, mais tout sera de façon, tout sera donc sur le site rireetsaaccomplir.fr. Voilà. D'accord, génial. Et donc, nous, en attendant, on se retrouve jeudi. Alors, est-ce que tu veux un petit peu nous expliquer qu'est-ce qu'on va faire jeudi, donc pour ton atelier Osons vivre la vie de nos rêves? Waouh! On vient tous au monde avec des rêves. Donc, si on nous a donné des rêves, c'est qu'on a les possibilités de les réaliser. Et en fait, le but de l'atelier, l'atelier sera divisé en 2 parties. La première, c'est de retrouver en fait les rêves qui sont enfouis en nous. Parce que très souvent, en fait, on n'a plus le temps d'aller voir ce qui est vraiment en nous, ce qui nous passionne, ce qui nous anime vraiment, parce on est, comme le dit si bien une conférence CR québécoise, on est dans le doing, on est des human doings, on est toujours dans le faire, Et tout le monde, y compris moi. Et est-ce qu'on prend le temps, parce qu'on pense que c'est pas suffisamment important, de se reconnecter à qui nous sommes vraiment, à ce qui nous passionne vraiment, de retrouver en fait l'enfant qui est en nous, qui a envie de s'amuser, qui a envie de faire, mais on se dit en même temps, c'est pas sérieux. On n'est pas là pour ça. Quand je disais tout à l'heure, lorsque les parents disaient à leurs enfants au début du jour, le matin, allez, amuse-toi bien. C'est pas sérieux, on n'est pas là pour s'amuser. Si, en fait, c'est d'accueillir nos rêves, les retrouver, les identifier, ce qui nous passionne vraiment. C'est essentiel. C'est vraiment un travail sur lequel on doit travailler, mais toute notre vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne que nous sommes lorsqu'on a 20 ans, elle devient différente 10 ans plus tard. On change tous, on évolue tous. De dire qu'un enfant, en fait, un jeune adolescent, un jeune adulte va exercer un métier toute sa vie, non, parce qu'on change. Ensuite, il y a des choses qui deviennent plus importantes, on évolue. Et de faire ce travail sur nos passions, sur ce qui nous anime vraiment, on peut nous dire, ouais, mais à 40 ans, ça sert à rien, ma vie est finie. Notre vie n'est pas finie. Elle est en nous. Donc, allons retrouver ce qui nous anime vraiment, ce qui nous passionne, pour accueillir ses rêves. Et puis ensuite, mettre en place, voir comment en fait, tout est réalisable, même s'il faut du temps. Parce que souvent, une fois qu'on a identifié ce qui nous anime vraiment, c'est ouais, mais non, mais c'est ouais, non, c'est bien, non, non, mais moi, je vais donner un exemple. J'ai fait beaucoup de théâtre. Je suis, alors, ça, j'ai pas fait encore. Je suis imitateur. C'est-à-dire que je pourrais imiter le politique. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. France. France que j'ai gouverné pendant 14 ans. Et je pourrais aussi avec M. Chirac. Ou alors, oui, n'est-ce pas, parler de l'éducation, n'est-ce pas, un métier qui me passionne. Bon, à la base, j'étais imitateur, je suis toujours bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault, ce soir pour cette sacrée soirée. Et puis, ça, cette envie de faire rire les gens, j'ai toujours en moi, j'aime bien faire l'imbécile. On n'a pas parlé aujourd'hui, ce soir, de la légèreté, mais c'est important, la légèreté aussi. Et tout ça pour te dire que, un beau jour, je me suis dit, j'étais pourtant imitateur depuis un certain temps. J'arrive à concilier la vie de prof d'anglais, je n'étais pas directeur, et d'imitateur sur scène. Et puis, au bout d'un moment, j'en avais marre. Je trouvais ça... Voilà, là aussi, on change, on évolue. J'avais envie de me servir de toutes mes formations dans le domaine du développement personnel pour construire une pièce de théâtre, un one-man show, je suis seul sur scène. Et de là est né « Je suis prof, mais je me soigne », qui raconte concrètement l'histoire d'un prof qui arrive sur scène au début, qui est psychorigide. Il sait tout sur la vie, il sait tout sur les autres, il n'a rien à apprendre des autres. Et ce prof, en fait, il va sombrer dans un burn-out complet, que ce soit avec ses collègues, avec sa femme, son fils, le directeur, les parents, c'est la totale. Et ce professeur, en fait, va se reconstruire à travers des rencontres, des lectures, des prises de conscience pour devenir une personne diamétralement opposée. Alors, dans ce one-man show, en fait, on rit, on pleure, ça remue beaucoup, mais c'est une philosophie de vie. Il y a même des gens donc qui sont revenus voir le spectacle. Alors pourquoi je te parle de rêve? Parce que moi, à un moment donné, et c'était il n'y a pas très longtemps de ça, c'était en 2014,
c'était les vacances de février, j'étais installé dans mon canapé tranquille, et puis je dis, waouh, moi qui avais fait mes études à Avignon, ce serait génial de faire je suis prof mais je soigne au Festival d'Avignon. Puis tout de suite, oh non, c'est pas possible, de toute façon tu peux pas faire ça, non, mais comment tu… Je dis, mais si, enfin non, oui, non, je vais sur Internet, je vais sur Festival Off. Et puis en fait, ben, il y avait certains théâtres que l'on pouvait contacter, puis en même temps, ce n'est pas possible. Ils vont te dire que tu n'es pas à ta place, tu es enseignant, tu n'es pas comédien. Ouais, mais j'ai envie de le faire et tout, etc. Et puis, etc. Bref. Et j'avais présenté la pièce une seule fois. Mais j'ai dit, ouais, mais bon. Puis finalement, en fait, j'ai plusieurs théâtres qui répondent favorablement, oui, pourquoi pas, etc. Est-ce qu'on peut se recontacter? Et de tous les théâtres, j'en choisis un. Écoute-moi bien, Caroline. Qui me dit oui, ok, feu vert, mais par contre, ça coûte 7 500 €. C'était rue des Teinturiers pour ceux qui connaissent Avignon, une très belle rue, mais très fréquentée. Et j'en avais un qui était beaucoup moins cher, mais celui-là m'a tiré. Je ne sais pas pourquoi. Alors, c'était peut-être le nom, Théâtre de l'Ange. Je me suis dit, je vais être accompagné, j'en sais rien. Bon, bref. Je décide de participer au Festival d'Avignon. Super. Alors, j'oublie en fait, parce que lorsqu'on se lance, il y a aussi les flyers à faire, il y a les affiches, et puis il y a ceci, et puis il y a cela, et puis arrive la première prestation, j'imaginais plein de monde devant mon théâtre et tout, etc. 4 personnes. Bah. Et là, c'est à la fin du spectacle, et pourtant les gens étaient contents, mais 4, ça fait pas beaucoup dans la salle lorsque tu entends les applaudissements, mais moi j'étais dans mon truc, je trouvais ça génial. Et j'ai dit non, c'est pas grave, on continue. Tout ça pour te dire qu'au bout d'une semaine, enfin pendant la première semaine, en fait, il y en avait en moyenne 25-26 qui étaient spectateurs, ce qui me permettait de financer le théâtre. J'ai dit mais continuons, et puis j'ai lâché prise. On me retrouve avec 79 personnes, le théâtre complet, et une moyenne en fait de 40-50 personnes. Et je refais le Festival d'Avignon l'année suivante, et 2 ans plus tard, et je me suis éclaté. Non pas pour dire à vous qui êtes en train de nous écouter, oh, c'est génial ce qu'il fait, c'est super, c'est que tout le monde peut le faire. Mais encore faut-il oser se dire, allez, c'est vraiment ce qui m'anime là, allez, je sais que ça fout la trouille, parce qu'on a tous peur, mais allez, on va mettre en place des stratégies pour avancer, pour réaliser cette partie de nous qui n'a qu'une seule envie, c'est de vivre. Voilà. Et c'est la deuxième partie de cet atelier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en place, non seulement pour les accueillir, mais dire, ok, ce que je caresse en fait depuis bien des années, qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui pour le construire, une brique après l'autre. Mais par contre, chaque acte a son importance. Ce sera donc le thème de l'atelier, ma très chère Caroline. Voilà, ça va être juste magnifique. Je vous remercie, voilà. Est-ce que tu veux nous parler de ton programme aussi? Ah oui, le programme. Alors, le programme « Se reconstruire pour s'accomplir », c'est quoi? C'est un programme que j'ai mis en ligne alors, il y a 21 vidéos qui durent, chaque vidéo dure entre 5 et 10 minutes maxi. Et dans ce programme, en fait, j'ai réuni toutes les thématiques, toutes les problématiques que l'on vit à l'école, que l'on soit enfant, adolescent ou parent. Parce que forcément, lorsque l'enfant revient avec des problèmes, ben, ils vont être partagés à la maison et puis on va, voilà, puis c'est ce qui peut ensuite créer des relations conflictuelles. Alors, ces thématiques, en fait, elles sont les suivantes. Donc, la première vidéo, c'est J'apprends à m'aimer. Donc, en fait, c'est une vidéo qui va durer 5-10 minutes où je m'adresse à l'adolescent. Mais une autre sur la même thématique où je m'adresse aux parents, où je fais la synthèse aux parents pour, justement, par rapport à ces thématiques, voir comment ils peuvent accompagner leur enfant. Apprendre à s'aimer, c'est la première chose à faire. Et en fait, on n'apprend pas à l'école. Chaque vidéo est accompagnée d'un PDF où en fait il y a quelque chose de très très simple. Il faut pas que ça dure très longtemps, mais des questionnements qui vont permettre à l'enfant justement d'évoluer, de grandir. La deuxième vidéo, donc, j'apprends à porter un regard positif sur le monde qui m'entoure. Comme c'est important, on en a parlé aujourd'hui. Troisièmement, j'apprends à me fixer des objectifs. Comment fait-on pour justement fixer des objectifs et puis s'y tenir? La quatrième, j'apprends à rêver, ou j'ai presque envie de dire, je réapprends à rêver. La cinquième, je découvre ma raison d'être. Voilà, on va en reparler donc jeudi, mais qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui vraiment m'anime intérieurement? La sixième, qu'est-ce qu'elle est importante? Je surmonte la peur de l'échec. Parce que tout le monde a peur de se planter. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place justement pour surmonter cette peur? La septième, je m'autorise à être moi-même. Je porte un regard différent sur les notes. Oh, comme c'est important. C'est la 8e vidéo. La 9e, on n'a pas eu trop de temps d'en parler. Je cesse de me comparer aux autres. Parce que la comparaison, ça peut faire énormément de mal. Et comment on fait justement?
La 10e, ça fait partie des gros bobos à l'école et il est important d'en parler. Je mets fin au harcèlement parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants qui souffrent dans le silence. Et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour aider accompagner les enfants à briser ce silence? Et puis, comment peut-on faire aussi pour accompagner les parents? La 11e, mettre fin aux relations conflictuelles, que ce soit avec les profs, parce que parfois ça peut être tendu avec certains profs, mais ça peut être tendu à la maison. Comment on fait justement pour sortir de cette impasse? Je mets fin au burn-out, c'est la 12e. Mettre fin à la rancœur, apprendre à rester en pleine forme, à cultiver la joie. Et là, je parle de quelque chose de sérieux, justement, de retrouver cette joie qui est en nous. Apprendre à cultiver le silence, à réaliser ses objectifs, à cultiver la gratitude, ô combien important. Apprendre à porter un regard différent sur l'argent, parce qu'on ne parle pas d'argent à l'école. Apprendre à être heureux. Et voilà donc les thématiques dans ces 21 vidéos. C'est riche. Ce qui est important, c'est que chaque vidéo, en fait, elle est courte. Elle ne dure pas plus que 7-8 minutes. Il y a une synthèse pour les parents. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des retours d'adolescents, bien sûr, qui trouvent ça super, et puis les parents qui sont contents parce que, justement, l'enfant est en train de se transformer. Mais on se rend compte que les vidéos pour ados servent autant pour les parents que les enfants. J'ai eu beaucoup de retours, mais si seulement on m'avait dit ça à l'école, j'aurais gagné beaucoup de temps. Et donc, c'est le but de ce programme. Et à l'issue des 21 vidéos, c'est ce que je fais parce que c'est tellement important. Il y a 30 minutes de coaching qui sont offertes. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir quelque chose en ligne, mais c'est bien aussi d'avoir la personne face à soi, avec qui on peut faire un bilan de tout ce qui a pu se passer dans ces 21 vidéos, parce que vous recevez une vidéo par jour. Et puis 2, de traiter une problématique, j'ai buté sur telle ou telle chose, et on voit justement comment on peut apporter des réponses en apportant une aide qui est individualisée par rapport à quelque chose sur laquelle le parent ou l'enfant a buté. Et parce que je fais partie de ceux comme toi, Caroline, qui apprécient beaucoup l'échange. C'est pas le fait de dire prenez un truc en ligne et ciao, je vous connais plus. Non, au contraire. Possibilité d'échanger par mail par rapport à vos commentaires à l'issue de chaque vidéo, je réponds. Puis ce lien-là, pendant 30 minutes pour faire le bilan à la fin de ce programme. Ouais. J'ai tout dit, Caroline. Merci beaucoup. Donc, un super programme. Moi, je trouve que ça doit être génial de le faire avec son gamin, quoi. Oui, c'est un moment, je pense qu'il doit être super cool, quoi. Un vrai moment. C'est trop bon. Donc, génial. Ben, écoute, moi, j'ai hâte d'être à jeudi. Alors, il y a Véronique qui dit que si elle avait eu un prof comme toi, eh ben, elle aurait gagné du temps. Voilà. Oh. Merci, Véronique. Ouais. Mais après, voilà, il y a eu pas mal de retours. Ouais, voilà. Mais je te ferai. Demain, je t'enverrai la copie du chat. Comme ça, tu pourras tout lire. Super. Voir un peu. Voilà. Bah, écoute, ah oui, et Sophie entièrement pour l'enseignement du développement personnel à l'école. Ouais. Yes. Ah oui, complètement. Complètement. Ouais, mais ouais. Ça va se faire, hein. Mais ça va se faire et ça se fait déjà. Ça se fait de plus en plus. Développement personnel, aujourd'hui, on a de plus en plus et on le fait dans notre établissement, mais dans plein d'autres, où on apprend, on enseigne la méditation à l'école. Mais c'est génial. Oui, mais dans le privé, pas dans le public. Aussi, alors, je peux me tromper, ça je ne sais pas, donc je ne m'avance pas, mais c'est de plus en plus. Alors, non, je ne pourrais pas m'avancer pour savoir si ça se fait dans le public, mais dans beaucoup d'établissements privés, il y a 10 ans, on aurait dit, mais les fous, une méditation, mais pour qui se prend? Puis aujourd'hui, non, ça fait partie des choses qui sont importantes pour se construire, pour retrouver le silence qui est en nous, écouter simplement notre respiration, prendre le temps de nous poser, parce qu'on est tellement dispersés, retrouver voilà. L'intérieur, voilà, faire un travail vraiment entre l'intérieur et l'extérieur. Et d'apporter ça à des enfants qui rentrent en 6e, mais c'est génial. C'est génial. Alors, il y a un autre projet, alors, j'en profite, je trouvais l'idée un peu farfelue. On a un nouveau système de restauration, mais qui est en train de se développer dans les établissements publics ou privés, où en fait, ici, les enfants se servent. C'est-à-dire qu'il y a un buffet entrée. Il y a ensuite le plat chaud où ils vont chercher, alors ils prennent soit une viande ou un poisson, légumes ou féculents, ont la possibilité de se resservir. Moi, je trouvais ça dangereux, j'ai dit, mais ça va coûter super cher. Mais en fait, avec ceci, alors j'ai pas trop le temps d'expliquer, mais concrètement, où en fait on rend l'enfant responsable de ce qu'il mange, nous sommes passés de 4 sacs poubelles à un seul par jour.
Et que la moyenne en France, on a un enfant, en moyenne, en France, jette 160 grammes à la poubelle à la fin de son repas à la cantine. Et aujourd'hui, c'est affiché donc au self, on a la pesée de la veille, c'est-à-dire hier, vous étiez autant d'élèves. Nombre de kilos jetés, autant. Soit par personne, autant de grammes. Mais la moyenne, elle n'est pas de 160 chez nous, mais dans plein d'autres, ça se fait. Hein. Je suis pas en train de dire, oh, chez Lalo, il y en a plein d'autres où ça se fait. Mais la moyenne, au lieu d'être à 160, elle est entre 20 et 40 maxi. Mais tu as vu, hein, il y a un gros éveil des consciences aussi. Il y a beaucoup de jeunes là qui sont en train de s'activer autour du climat. Il y a la grève. Alors, je crois que c'est que les lycéens hein, qui sont invités à la grève et les collégiens, etc. On leur propose des activités dans les écoles. Ouais, ben, je suis aussi dans Citoyens pour le climat qui organise tout ça. Enfin, je suis un peu partout, moi, en fait, en ce moment. Ouais. Mais les gens se réveillent de plus en plus. Hein. Mais c'est magnifique de voir les jeunes, tu vois. Et là, moi, je vois des jeunes sur le terrain. Attends, il y en a un, il a 14 ans, quoi. Ouais. Mais c'est magnifique. Et le mec, je lui dis, mais pourquoi t'es là à 14 ans? Mais c'est mon avenir, tout ce que vous racontez, mais je suis encore plus concernée que toi. Mais oui, complètement, t'as plus d'avenir que moi. Enfin, c'est logique, quoi, tu vois. Et ils sont en train de reprendre leur avenir en main. Et ça, c'est top, quoi. Tu vois, ils ont conscience de plein de choses et puis la voix qu'ils portent, quoi. Et puis ils veulent être acteurs, ils veulent. Ce qui n'était pas forcément notre cas à l'époque, en tout cas. Et ça, mais c'est magnifique. Et moi, j'ai envie d'inviter des jeunes à rêver le monde qu'ils veulent voir, en fait. Et tu vois, je pense que c'est eux qu'on doit écouter et construire dans leur sens, en fait. Ils savent bien mieux que nous. En tout cas, ils ont dans leur cœur, je pense qu'ils savent bien mieux que nous ce qu'ils veulent vraiment. C'est une conférencière québécoise qui disait que les personnes les plus heureuses dans la vie sont celles qui ont de l'engagement. Parce que lorsqu'on est vraiment engagé, on sait pourquoi on le fait. C'est ça. Et ça donne du sens pour te lever le matin. Donner du sens, exactement. Donner du sens. Tu sais, moi, j'ai connu quand je bossais dans la finance. Non, fais pas me lever. Non, quelle horreur. Le mal-être que ça engendre, c'est horrible. Et là, aujourd'hui, je me lève. Ou des fois, je me lève, mais putain, je suis en joie, quoi. Je sais que je vais contribuer. Je sais. Oui. Putain, mais il n'y a rien de plus beau. Et les jeunes, mais c'est ça. Et moi, je trouve ça génial. Ils sont beaux, quoi. C'est vraiment. En parlant des choses qui tu vois, pour rebondir, ce sera peut-être la conclusion pour moi, mais après, je te laisse conclure si tu le souhaites. La chose qui me passionne le plus dans l'exercice de ma fonction, c'est voir des élèves, lorsque je les inscris, par exemple, en 3e prépa pro, qui arrivent tête baissée. Un peu honte parce que, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Et de trouver les mots qu'il faut, parce qu'on sait que ces mots vont résonner, et de les retrouver en train de partir avec la tête haute, les épaules hautes. Et on sent, ils ne disent pas, mais on l'entend intérieurement, c'est finalement, je ne suis pas si bon que ça. Peut-être que je vaux quelque chose. Et ça, c'est génial. Quand tu sais que tu as rallumé un moteur là à l'intérieur, tu dis waouh, au moins ce soir, je vais me coucher, je serai un peu moins couillon. Voilà. Ouais, carrément. Bah, écoute, merci infiniment, Eric. C'était passionnant tout ce que tu nous as apporté ce soir. Merci de m'avoir invité, Caroline. Bah non, et puis continue, franchement, tout ce que tu fais, je pense que c'est super important. Et ça fait du bien de voir des gens engagés comme toi, dans le concret. Vraiment, dans le concret, parce que pour moi, c'est vraiment important, et de plus en plus. L'école, c'est aussi un milieu très important. C'est une clé du rouage de la société, de tout ça qui est primordial. Merci infiniment d'amener tout ça là-dedans. Vraiment. Merci à toi et merci à toutes les personnes qui ont écouté avec beaucoup d'attention ces échanges. Parce qu'on a vraiment pris le temps d'échanger, c'est important. Il y a vraiment beaucoup de gratitude et merci à chacun, à chacune. Avec plaisir. Pour votre belle présence et à jeudi pour l'atelier. Et une très belle soirée, très belle nuit. À très vite. À bientôt. Bye bye. Bye bye.